Donc moi, je m'appelle Bruno Federici. Comme pas mal de monde dans l'informatique quantique, vous allez vous en rendre compte, je suis physicien de formation. Donc j'ai fait un cursus licence, master, doctorat, un cursus recherche. Et j'ai soutenu ma thèse, c'était fin 2017, donc sur des thématiques donc d'informatique quantique. Et c'était du côté de Nice. Je suis ensuite revenu à Lyon. Et en 2017, c'était un peu les prémices, vous allez voir, c'était les prémices de l'industrie quantique. C'était le début d'un écosystème, c'était le début de l'informatique quantique dans le cloud. Donc, plutôt qu'aller vers une carrière de maître de conf, je me suis dit, toi qui aimes bien parler, qui aimes bien enseigner, pourquoi pas aller faire du conseil et de la formation sur ces thématiques. Ça va sans doute exploser dans les prochaines années. Je ne pense pas trop m'être trompé aujourd'hui avec le recul. Donc aujourd'hui, j'interviens en indépendant, essentiellement sur 3 choses. Je fais donc de la formation initiale, beaucoup en école d'ingénieur. J'interviens notamment à Lyon du côté de l'INSA et CPE sur le campus de la Doua. Je fais de la formation professionnelle, donc sur ces aspects donc d'informatique quantique, pour des publics d'entreprise, donc cette fois-ci également des enseignants-chercheurs, donc plutôt département R&D, département data science, donc des profils plutôt donc techniques avec un background en maths déjà a priori établi. Et je fais également donc du conseil pour des entreprises diverses et variées, un peu comme aujourd'hui avec la DIRA. Et notamment une des missions là, sur laquelle je travaille depuis 2 ans, c'est le montage d'un gros événement qui s'appelle Quantum Business Europe, qui se tient au mois de mars en virtuel. Donc là, pendant 2 jours, on réunit donc des acteurs de l'industrie quantique, mais pas que, également des end-users, des acteurs politiques, des institutions, donc tout type d'acteurs, de sorte à rapprocher sur ce type d'événement des acteurs type recherche et des acteurs type industriel pour créer un peu des synergies et faire en sorte que le marché se développe petit à petit. Donc, voilà un petit peu le topo. Donc, je suis un petit peu un électron libre, on va dire, entre l'enseignement supérieur, le monde de la recherche et le monde de l'entreprise. Voilà un petit peu mon positionnement. Donc, ce matin, le but du jeu, c'est que je vous parle donc d'informatique quantique et peut-être un peu plus précisément d'ordinateur quantique, qui est le gros thème. Donc, le but du jeu, ça va être de démystifier un petit peu ce sujet là pendant 1 heure et demie. Je vais vous faire une présentation avec une approche, vous verrez plutôt par les usages. Je vous présenterai donc un peu les applications industrielles. Je vais vous présenter donc un petit peu le fonctionnement, démystifier un peu le fonctionnement de l'ordinateur quantique, vous faire comprendre un peu aujourd'hui quel est l'état de l'art, quelles sont les contraintes, qu'est-ce qui reste encore à faire derrière, et vous présenter un petit peu l'écosystème et peut-être vous donner quelques éléments, quelques pistes si vous voulez commencer un petit peu à mettre en place une stratégie autour de ces technologies au sein de vos organisations. Donc, c'est un peu dense, il y a pas mal de choses à dire. C'est pour ça qu'on a un petit peu rallongé le format là ce matin. Et voilà un petit peu le topo. Donc, allez, on y va. Avant de vous parler de processeurs, d'ordinateurs quantiques, de qubits et toutes ces choses-là, j'aimerais commencer par vous parler un petit peu de cette molécule. Pourquoi il nous parle de molécule? Cette molécule, c'est une molécule qui s'appelle la molécule de Fehmoko. Pour ceux qui ont fait un petit peu de chimie, c'est une molécule qui sert à convertir le diazote, donc le N2, à le convertir en NH3. C'est quelque chose qui se fait au sein d'un procédé enzymatique et ça se fait dans le processus donc, de photosynthèse. Donc, c'est quelque chose qui se fait à température ambiante, à pression atmosphérique. Donc, en gros, cette molécule, elle sert à convertir du diazote, on va dire, en nourriture pour les plantes. Je ne vous apprends pas grand-chose si je vous dis qu'en informatique, l'information, on l'encode sur des bits, donc des séries de 1 et de 0. Et du coup, à ce stade, j'ai une première question pour vous. Cette molécule, si on voulait stocker en mémoire l'intégralité de l'information qui est contenue à l'intérieur de cette molécule, à votre avis, combien il faudrait de bits classiques d'information pour le faire? Alors, quand je parle d'informations contenues dans la molécule, je parle de toute l'information sur sa structure électronique, sur l'agencement de ses électrons, de ses atomes, etc. Est-ce que vous avez une petite idée, pour ouvrir le micro là, à la rigueur, un ordre de grandeur à me donner, combien il faudrait de bits pour stocker en mémoire toute l'information de cette molécule? Petite idée, une centaine, un millier, 10 000, 100 000? Je dirais 100 000. 100 000, qui dit mieux? 100 000, 150 000. 100 000, c'est loin du compte encore. 1 million. Million, alors. Ouais, vous êtes encore bien loin du compte. Vous vous rapprochez, mais vous êtes encore très loin du compte. En réalité, je vais vous donner la réponse. On est sur quelque chose comme à peu près 10 exposant 32 bits. Donc voilà, les millions, c'est 10 exposant 6. Là, on est quand même bien plus loin. On est à 10 exposant 32. Donc, on est clairement sur ce qu'on appelle un problème dit hors mémoire, c'est-à-dire que vous prenez tout l'espace de stockage qu'on a sur Terre, vous n'aurez encore pas assez pour stocker ça. Et ni dans 10 ans, ni dans 20 ans.
Donc, étudier cette molécule, clairement, ce n'est pas faisable. Mais du coup, j'ai une deuxième question pour vous. Combien il faudrait cette fois-ci de bits, non pas classiques, mais de bits quantiques pour stocker cette information? Aucune idée. C'est honnête, aucune Allez, idée. 3. 2. 3, alors Deux, 3, ouais. peut-être pas 2 ou 3, ça va peut-être pas suffire, mais en réalité, bon, on a 2 ordres de grandeur au-dessus, on est plutôt à une grosse centaine, on va dire. Donc, avec une centaine de bits quantiques, on sera en capacité de pouvoir stocker l'intégralité de l'information, donc toute la structure électronique de cette molécule. On pourrait stocker ça en mémoire avec simplement une centaine de bits quantiques. Pourquoi je vous parle de cette molécule? Je n'ai pas choisi ça par hasard. Bon, moi, je suis à Lyon là aujourd'hui. Lyon, c'est une place stratégique en France pour la chimie. Et l'industrie de la chimie, une grosse partie du savoir-faire, c'est de la production d'engrais azotés. Donc, des engrais azotés, c'est justement pour prendre du N2, de diazote, et le convertir en NH3. On aimerait bien le faire à température ambiante, pression atmosphérique, en reproduisant le processus naturel là, qui se passe dans la photosynthèse. Mais vous l'avez compris, cette molécule, elle est beaucoup trop complexe aujourd'hui pour être étudiée. Donc, on n'est pas en capacité de reproduire ça. Donc, ce que font les acteurs de l'industrie chimique pour faire de la production d'engrais azotés, c'est qu'ils passent par un procédé artificiel. Ça s'appelle le procédé de Haber-Bosch. Grosso modo, il faut se placer dans des conditions où on est à 200 fois la pression atmosphérique et on est à 450 degrés Celsius. Bilan des courses à la fin du mois en termes de facture énergétique, on y passe grosso modo 2% de l'énergie mondiale que dans la production de ces engrais azotés. Et si on regarde que le gaz naturel, on est à peu près à 5% de la consommation mondiale de gaz naturel qui passe là-dedans. Donc, c'est des quantités astronomiques. Et donc, rien qu'avec ce cas d'usage, on comprend tout de suite l'intérêt que pourrait avoir l'informatique quantique, ne serait-ce qu'en application, je veux dire, environnementale, quoi. Donc, un premier use case un petit peu pour vous donner un aperçu de ce qu'on peut faire ce qu'on pourrait faire avec un ordinateur quantique. Bon, au-delà de cet exemple, la règle générale, c'est que si vous avez en informatique classique n bits, si vous voulez doubler votre espace de stockage, bien entendu, il faut doubler le nombre de bits, donc il faut passer à 2 fois n bits. L'informatique quantique, la règle elle est beaucoup plus simple. Vous voulez doubler l'espace de stockage, vous rajoutez simplement un bit quantique. Vous voyez, avec pas beaucoup de bits quantiques, on peut vite avoir un espace de stockage, je vais dire, astronomique. Bon, au-delà de l'exemple que j'ai cité, qu'est-ce qu'on peut faire avec un ordinateur quantique? Quelles sont les industries qui vont être impactées? Donc, avec un ordinateur quantique, je vais dire, on peut attaquer, je vais dire, 3 grands types de problèmes. On peut attaquer donc tout ce que j'ai déjà cité, c'est-à-dire tout ce qui est problème de simulation. Donc, problème de simulation, qu'est-ce que c'est? Ce sont les problèmes où on utilise un système physique, c'est-à-dire le processeur quantique, pour simuler, pour étudier un deuxième système physique, comme dans mon exemple précédent, la molécule que j'ai citée juste avant. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des problèmes de simulation. Un autre domaine, c'est tout ce qui est les problèmes d'optimisation. Donc là, l'idée, c'est qu'on a une multitude de solutions possibles et on va chercher une solution parmi l'ensemble, celle qui, en général, je vais dire, minimise l'énergie, minimise la consommation, etc. Typiquement, un problème du voyageur du commerce. Vous voulez aller d'un point A à un point B en passant par des points intermédiaires. Quel est le trajet qui va optimiser, je ne sais pas, ma consommation énergétique, qui va optimiser le temps de trajet, et ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est des problèmes d'optimisation. Souvent, c'est des problèmes de minimisation. On cherche le minimum d'une fonction. Donc, tout ça, c'est une deuxième classe de problèmes que l'ordinateur quantique peut aller traiter. Et enfin, le troisième thème, c'est tout ce qui est problème de prédiction, ce que je pourrais encore appeler du machine learning. Alors, vous pouvez me retoquer que c'est en général des problèmes d'optimisation, je suis d'accord, mais en général, on traite ça de manière un peu séparée tout de même. Donc, il y a également tout ce qui est machine learning. Donc là, l'idée, c'est de mettre en place des modèles à partir d'un historique de données, de sorte que le modèle soit à même de pouvoir généraliser plus tard sur des données non observées pour faire des prédictions là-dessus. Donc, voilà un petit peu les 3 grands thèmes. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de maths ce matin, ce n'est pas du tout l'objectif. Ce que je vais plutôt faire maintenant, c'est que ces 3 types de problèmes, je vais les décliner à travers les différentes industries pour vous montrer un petit peu des cas d'usage sectoriels un peu ciblés, un peu précis, déjà identifiés. Donc, je vais commencer par vous parler de la chimie et de la pharma, parce que ça va être sans doute l'industrie qui va être le plus impactée. Donc, j'ai déjà un petit peu présenté ça en amont.
Vous avez aujourd'hui des boîtes comme Merck qui s'associent avec une startup allemande qui s'appelle HQS Quantum Simulations, qui est du côté de Karlsruhe, là, en Allemagne. HQS est spécialisé en algorithmes quantiques et notamment pour des applications de simulation de molécules. Donc là, la problématique, quelle est-elle? La problématique, c'est qu'une molécule, intrinsèquement, c'est un système quantique. C'est un agencement d'atomes, donc par nature, c'est quelque chose qui est quantique. Donc l'étudier sur un ordinateur qui est classique, ce n'est pas du tout naturel. Si vous voulez réellement étudier une molécule, il faut être capable de simuler ce qu'on appelle l'équation de Schrödinger. C'est l'équation du mouvement, c'est l'équivalent d'une loi de Newton pour des systèmes quantiques. Et donc le problème, c'est que l'équation de Schrödinger, elle est très compliquée à simuler sur des ordinateurs conventionnels. Donc tout ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, c'est qu'on fait en fait des approximations de l'équation de Schrödinger. En gros, on simplifie le problème. Et avec ces approximations, tout ce qu'on arrive à faire aujourd'hui de manière à peu près correcte, c'est simuler des toutes petites molécules ou étudier des niveaux d'excitation électronique relativement peu élevés. Donc, on est très, très limité. Il y a un énorme gap encore à aller chercher en termes de simulation de molécules. Donc, aujourd'hui, la plus grosse molécule qu'on sait simuler, c'est la molécule de caféine, qui est encore une toute petite molécule. Même celle que je vous ai montrée avant, elle n'est pas très grosse et on n'est pas capable de l'étudier. Donc, on est encore très loin d'aller sur des molécules type ADN ou d'étudier encore mieux des protéines. Donc là, il y a un énorme gap, il y a un énorme enjeu business et scientifique derrière. Donc, j'ai cité Merck, je pourrais en citer d'autres. Il y a par exemple BASF, le géant de la chimie, qui a investi dans Zapata Computing. Zapata, c'est une spin-off de l'université de Harvard aux États-Unis. Donc aujourd'hui, Zapata, c'est un gros acteur de l'industrie quantique sur tout ce qui est aspect software et applications sectorielles. Donc voilà déjà 2 exemples, mais je pourrais vous en citer d'autres. Il y a GSK qui s'intéresse à ça également, plus récemment Sanofi. Enfin bref, tous les gros laboratoires commencent à placer un peu leur bille là-dedans. Donc c'est assez dynamique. Total également en France dans le secteur de la chimie. Donc tous les gros, tous ceux qui ont des besoins en calcul de performance, on va les retrouver ici. Bon, au-delà de la chimie, qu'est-ce qu'on retrouve encore? Il va y avoir tout ce qui est industrie des biens manufacturés, tout ce qui est supply chain, sciences des matériaux. Donc, quelques exemples parmi d'autres. Vous avez par exemple Daimler, donc Daimler, la maison mère de Mercedes, qui travaille avec IBM pour tout ce qui est étude des réactions chimiques dans les batteries, pour trouver des batteries donc, qui tiendront la charge plus longtemps, qui seront plus efficaces. Parce qu'on sait aujourd'hui, au-delà du prix des véhicules électriques, ce qui refroidit un peu des fois le consommateur, c'est la durée de vie des batteries, enfin, c'est le temps de charge des batteries, c'est l'autonomie des batteries. Donc, si on peut trouver des réactions catalytiques plus efficaces que les batteries actuelles, ça serait également très intéressant. Et là, ça rejoint un petit peu à nouveau les applications chimie, mais dans un contexte de l'industrie automobile. Je peux vous citer également le cas alors là, c'est qui? C'est le cas, par exemple, de Volkswagen, qui collabore avec une entreprise canadienne qui s'appelle D-Wave. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils étudient ensemble à travers ce partenariat? Ils étudient notamment tout ce qui est application du calcul quantique pour l'optimisation du trafic routier. Donc, ça intéresse Volkswagen, ça intéresse d'autres, ça intéresse Uber, ça intéresse tous les acteurs de l'automobile qui bientôt vont avoir à gérer des flottes de véhicules autonomes notamment. Donc, il va falloir optimiser les trajets. Il va y avoir beaucoup de données qui vont remonter. Donc, il va falloir beaucoup de puissance de calcul pour processer toutes ces données. Donc là, le calcul quantique a également un rôle à jouer. Ensuite, un autre secteur où il y a beaucoup de mathématiques, beaucoup de puissance de calcul nécessaire, c'est bien sûr tout ce qui est finance, et pas n'importe quelle finance, tout ce qui est finance de marché, ce qu'on appelle encore le quant. Donc là, ça touche, je veux dire, quasiment à tout, optimisation de portefeuille, analyse de risque, ainsi de suite. Donc, vous allez retrouver des grosses banques comme Barclays, comme JP Morgan, qui ont déjà constitué, les 2 noms que j'ai cités, là, elles ont toutes les 2 constitué déjà des pôles d'expertise en interne. Elles ont déjà monté une équipe. Elles collaborent bien sûr avec des acteurs spécialisés comme IBM et d'autres. Mais il y a également tout le monde, donc tout le monde de la finance de marché. Donc, à ce jour, c'était plutôt des banques anglo-saxonnes, on va dire, qui ont commencé à se positionner, mais petit à petit, des banques françaises et autres commencent également à s'y intéresser. Un autre secteur que je voulais citer, c'est le secteur de l'énergie. Donc là, dans le secteur de l'énergie, de quoi on parle? Un cas d'usage qui revient souvent, c'est tout ce qui est la problématique d'optimisation du smart grid. Quand vous êtes un fournisseur d'énergie et que vous fournissez à vos clients un mix énergétique, en général, des utilités énergétiques, c'est rarement stockable, on dit que c'est volatile, comme par exemple, je sais pas, de la vapeur. La vapeur, ce n'est pas stockable, donc si on en produit trop, ça sera perdu.
l'excédent sera perdu. Donc, on veut que l'offre et la demande puissent matcher en temps réel. La problématique, c'est que faire matcher l'offre et la demande quand on a un mix énergétique un peu complexe, en général, on n'a pas cette puissance de calcul pour réussir à mettre en place des modèles pour avoir quelque chose qui matche en temps réel. Donc, il y a nécessairement des pertes. Donc là, le calcul quantique, il a un rôle à jouer également sur tout ce qui est optimisation du smart grid. Et là, par exemple, vous retrouvez une entreprise que vous connaissez tous, qui est EDF, qui collabore avec une autre entreprise que vous connaissez peut-être moins ou pas du tout, qui s'appelle Pascal. Pascal, c'est un acteur de l'informatique quantique. C'est une spin-off de l'Institut d'optique à Palaiseau, en région parisienne. Pascal développe des processeurs quantiques, je vous en reparlerai à la fin. Et donc, EDF et Pascal travaillent ensemble sur tout ce qui est aspect, justement, optimisation de graphes pour notamment problématique du smart grid. Donc, voilà quelques exemples. Un exemple tiré de l'énergie, mais ce n'est pas le seul. Ouais, je peux également vous citer ExxonMobil ou Total. Donc, eux, quel est le problème? Leur problématique à eux, c'est que trouver des gisements pétroliers aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué. J'imagine, vous savez comment ça se passe. Donc, on envoie des ondes dans le sol, donc c'est des études sismiques. Et puis, en fonction de la vitesse à laquelle les ondes elles nous reviennent, on est capable de dire qu'est-ce qu'il y a dans le sous-sol et notamment donc des hydrocarbures. Sauf que la quantité de données qui remontent de ces études sismiques est assez astronomique. Donc aujourd'hui, ExxonMobil, Total et autres utilisent donc des supercalculateurs pour analyser toutes ces données. Mais des fois, ce n'est peut-être pas encore suffisant. Donc pour aller plus vite, ils auraient besoin de l'ordinateur quantique pour booster un petit peu l'entraînement de leur modèle pour tout ce qui est entraînement. Bon, voilà, j'ai à peu près fait le tour de ce que je vais appeler les applications, entre guillemets, positives de l'informatique quantique. Maintenant, il y a un autre volet qu'il faut également que je souligne, c'est tout ce qui est aspect cybersécurité. L'ordinateur quantique, il amène, vous l'avez compris, beaucoup de puissance de calcul, sauf qu'aujourd'hui, la majorité des protocoles de cybersécurité, de cryptographie, pour être un peu plus précis sur les termes, reposent sur des problèmes mathématiques difficiles. Sauf que si demain, ces problèmes mathématiques censés être difficiles deviennent faciles pour un ordinateur quantique, ça pose immédiatement un petit problème de cybersécurité. Un gros problème. Heureusement, il existe des solutions. Donc, quand je dis que ça pose problème, ça ne pose pas problème en fait pour tout. Ça pose problème pour ce qu'on appelle de la cryptographie dite asymétrique, ce qu'on appelle encore de la cryptographie à base de clés privées et clés publiques. Pourquoi? Parce que tout ce qui est protocole clés privées, clés publiques, c'est ça qui repose en général sur des problèmes mathématiques difficiles. Donc, une façon de se prémunir du risque, c'est de passer sur ce qu'on appelle de la cryptographie post-quantique, ou ce qu'on appelle encore, moi je préfère ce deuxième terme, ce qu'on appelle des algorithmes résistants au quantique. Donc là, l'idée, c'est de rester en fait un peu sur le même paradigme, rester sur des protocoles dits asymétriques, mais changer de problème mathématique, aller sur des problèmes mathématiques pour lesquels même l'ordinateur quantique n'est pas capable de les résoudre. Donc c'est une migration, ce n'est pas un changement radical de façon de faire, c'est plutôt une migration vers d'autres algorithmes, vers d'autres problèmes mathématiques, mais on reste toujours sur de la cryptographie dite asymétrique. Donc ce n'est pas vraiment une révolution, c'est plus, je vais dire, un update software, ce n'est pas un changement radical de paradigme. Et justement, à ce sujet, il y a un institut américain que vous connaissez peut-être qui s'appelle le NIST, le National Institute of Standards and Technology. Il y a quelques années en arrière, ils ont lancé, je vais appeler ça un appel à projet, entre guillemets. Donc, en gros, ils ont demandé à des physiciens théoriciens, des mathématiciens de soumettre des propositions, donc soumettre des algorithmes, soumettre des problèmes mathématiques qui devraient être résistants à l'ordinateur quantique. Et après quelques rounds de sélection, là, le NIST c'est en train de se terminer, là, ce cycle, va éditer des standards et va proposer quelques algorithmes post-quantiques qui seront les nouvelles normes en matière d'algorithmes résistants à l'ordinateur quantique pour tout ce qui est application de cryptographie asymétrique. Donc ça, c'est une première façon de se prémunir du risque. Et à côté de ça, il y a une deuxième façon de faire. Donc là, vous avez compris, là-dedans, il y a le mot post-quantique, il y a le mot quantique, mais en réalité, il n'y a rien de quantique là-dedans. C'est toujours des problèmes mathématiques difficiles qu'on propose et qui sont résistants même face à un ordinateur quantique, mais il n'y a pas de physique quantique réellement là-dedans. C'est juste la menace qui est quantique, la solution, elle est toujours classique. Donc maintenant, une deuxième façon de faire,
ça serait cette fois-ci d'utiliser de la physique quantique pour faire rempart à la physique quantique. C'est ce qu'on appelle le domaine non plus de la cryptographie post-quantique, mais simplement de la cryptographie quantique. Donc là, pour le coup, c'est réellement quantique. Donc l'idée, quelle est-elle? L'idée, c'est que quand on fait de l'échange de clés, quand on échange des clés entre utilisateurs, quand on va le faire avec des systèmes quantiques, quand on va transmettre des photons typiquement dans une fibre optique, un système quantique, j'en reparlerai après, c'est relativement fragile. C'est très, très fragile. Donc, si un espion va chercher à acquérir de l'information sur la clé, il va nécessairement laisser en quelque sorte une signature sur la séquence qui est transmise. Donc, il y a quelques étapes de post-processing. On peut déceler la présence d'un espion sur la ligne qui est en train d'écouter. Et là, on ne parle plus de clés privées, clés publiques. On ne parle pas de protocole asymétrique. On parle ici de protocole symétrique, c'est-à-dire uniquement de clés privées. Donc, si quelqu'un a écouté, on le sait. Et dans quel cas, la clé, on ne l'utilise plus. On ne l'utilise pas du tout. Si en revanche, on est sûr que personne n'a écouté, la clé, on l'utilise. Et on sait que c'est une clé qui est réellement privée. Il n'y a réellement que vous et moi qui connaissons la clé et personne d'autre ne la connaît. Et on peut à ce moment-là l'utiliser derrière pour chiffrer des messages avec. Donc, à l'inverse de l'approche précédente, on ne sait pas que l'espion est là, mais on mise sur le fait que les problèmes mathématiques qu'on lui présente sont trop difficiles à résoudre. Là, ici, c'est une approche très différente, c'est une approche physique. S'il y a un espion, on sait nécessairement qu'il est là, et dans quel cas la clé, on ne l'utilise pas. Donc, ce n'est pas du tout la même façon de faire. Et ça, pour le coup, c'est une sécurité, je vais dire, ultime, parce que votre espion, même si vous donnez un ordinateur quantique, ça ne lui apportera aucun avantage. Ça ne lui apporte aucun avantage. Donc, c'est de la vraie sécurité basée sur les lois de la physique quantique, théorie de l'information. Donc, c'est pas de la sécurité, je vais dire, technologique, c'est de la vraie sécurité au sens théorie de l'information. Donc, c'est de la sécurité, je vais dire, de la sécurité ultime. Et là, aujourd'hui, si vous avez déjà des acteurs spécialisés là-dessus, vous avez par exemple ID Quantique. ID Quantique, c'est pas très loin de Lyon, c'est à Genève. C'est une entreprise qui a été pionnière, ça fait déjà 20 ans qu'ils sont sur le marché. ID Quantique, il n'y a pas très longtemps, ils ont été plus ou moins rachetés par SK Telecom. SK Telecom, c'est un peu l'équivalent de Orange en Corée du Sud. Et ID Quantique est en train de sécuriser tout le nouveau réseau 5G là, de SK Telecom, donc en Corée du Sud, avec de la cryptographie quantique. Donc ça demande des infrastructures dédiées, bien sûr. Il faut être capable de transmettre des photons uniques, il faut une électronique de détection spécifique. Donc c'est un petit peu lourd à mettre en place, mais ça vous apporte un degré de sécurité, je vais dire, ultime. Donc voilà, j'ai un petit peu fait le tour, je vais dire, des applications positives, applications un petit peu plus négatives avec tout ce qui est cassage de code. Donc j'ai un petit peu fait le tour. Maintenant, ce que j'aimerais vous préciser, jusqu'à maintenant, je vous ai dit que l'informatique quantique, ça amène de la vitesse, ça amène de la puissance de calcul. Mais je n'ai pas été très précis sur les ordres de grandeur. De quoi on est en train de parler? Est-ce qu'on est en train de parler de jours versus des secondes? Est-ce qu'on est en train de parler d'années versus des minutes? Etc. De quoi on est réellement en train de parler? Donc, ce que je vais faire là dans la section qui arrive, c'est que je vais essayer un petit peu de quantifier cette accélération quantique, de quoi on est en train réellement de parler. Donc, je vais essayer de faire simple. Je vais prendre un premier problème, que vous connaissez tous. C'est le problème de la factorisation en facteur premier. Si je vous donne 15, 15, c'est très facile de me dire que 15, c'est 3 fois 5. Si en revanche, je vous donne une séquence de 617 digits, ce que vous avez ici sous les yeux, ce qui en binaire correspondra à une séquence de 2048 bits, ce qui est aujourd'hui le standard des clés asymétriques, des clés publiques, protocole RSA typiquement, pour tout ce qui est transactions e-commerce. Une clé de 2048 bits, c'est-à-dire 617 digits, c'est beaucoup plus compliqué de retrouver les facteurs premiers, vous en conviendrez. Est-ce que vous avez une petite idée avec votre ordinateur à vous, là, avec votre ordinateur portable, combien de temps ça prendrait de trouver les facteurs premiers? Petite idée? 1 heure? Alors, si c'était 1 heure, on aurait un petit problème parce qu'en 1 heure, on pourrait du coup tout déchiffrer les Des années, standards je pense. cryptographiques actuels. J'allais dire 5 ans. Ouais, 5 ans, on n'y est encore pas. Ah, vous êtes assez loin du compte avec votre petit PC, là, avec votre petit ordinateur comme le mien. Il nous faudrait quelque chose comme 10 exposant 14 années avec un processeur, avec un clock rate de type gigahertz, c'est-à-dire un ordinateur qui vous fait de l'ordre du milliard d'opérations à la seconde. Il vous faudrait quand même 10 exposant 14 années. Donc, on va dire que c'est plus que l'âge de l'univers. Donc, il y a de quoi voir venir, quoi. On est à peu près tranquille pour quelques temps. Maintenant, la même chose avec un ordinateur quantique. Alors, pas n'importe quel ordinateur quantique.
un ordinateur quantique qui aurait simplement 4000 qubits, entre guillemets, parfait. Je reviendrai plus tard sur ce que ça veut dire que parfait, avec 4000 qubits. Et disons, ne serait-ce qu'un clock rate de mégahertz, c'est-à-dire un ordinateur quantique qui ferait simplement 1 million d'opérations à la seconde. On peut supposer que les premiers ordinateurs quantiques ne seront pas forcément très rapides. Donc, ne serait-ce qu'avec 1 million d'opérations à la seconde et à peu près 4000 qubits, le même problème, vous allez le résoudre en 10 secondes. Voilà. Donc, en 10 secondes, je vais dire tous les standards cryptographiques actuels à base de clés asymétriques, que ce soit protocole RSA pour transactions e-commerce, que ce soit courbe elliptique pour la technologie blockchain sur tout ce qui est signature digitale. Toutes ces choses-là, en quelques secondes, ça va être craqué. Donc, aujourd'hui, j'en parlerai plus tard, on n'a pas encore ces 4000 qubits, mais ce n'est pas pour autant que la menace n'est pas actuelle. Pourquoi? Parce que des données qui ont vocation à rester sécurisées pour 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, voire davantage, elles peuvent très bien être stockées dans des serveurs aujourd'hui. Et si elles ont été chiffrées, si elles ont été sécurisées avec des standards, je vais dire, obsolètes vis-à-vis de l'ordinateur quantique, ben dans quelques années, quand on sera capable d'implémenter cet algorithme en question, là, qui s'appelle l'algorithme de Shor, quand on sera capable d'implémenter l'algorithme de Shor avec ces 4000 qubits, là, eh ben, les données, elles pourront être déchiffrées. Et vous ne pourrez pas rétroagir. Vous ne pourrez pas rétroagir parce qu'elles auront été copiées. Elles auront été copiées en amont, copiées-collées en amont, avec des mauvaises méthodes de chiffrement à l'époque. Et vous ne pourrez pas rétroagir. Donc, en fait, même si la menace, elle paraît lointaine, en fait, la menace, elle est déjà actuelle aujourd'hui. Donc, il faut déjà se prémunir d'une menace, on va dire, qui n'existe pas encore réellement, quoi. Donc, c'est déjà d'actualité. Donc, comme je vous le disais, là, cet algorithme quantique qui permet de factoriser de manière exponentiellement plus rapide, c'est ce qu'on appelle l'algorithme de Shor. Donc, l'algorithme de Shor, j'ai utilisé le terme là à l'instant, c'est un exemple de ce qu'on appelle une accélération exponentielle. On va calculer exponentiellement plus rapide. Pour être un peu plus concret sur ce terme exponentiel, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Prenez par exemple votre téléphone portable. Donc, votre téléphone portable, vous avez 10 digits, 10 touches, de 0 à 9. Supposons que votre mot de passe, il fait simplement un digit. Okay, juste un digit. Si vraiment vous n'êtes pas chanceux, trouvez le bon mot de passe, ça va vous prendre 10 tentatives. Supposons maintenant que le mot de passe, il fasse 4 digits, ce qui est souvent le cas. 4 digits, 10 exposant 4 tentatives, on passe du coup à 10 000 tentatives dans le pire des cas. 6 digits, 10 exposant 6, on passe à 1 million de tentatives. Si vraiment on n'est pas chanceux, on trouvera le bon mot de passe au bout de la millionième tentative. Donc, vous voyez, quand la taille du problème, elle augmente de manière linéaire, le nombre de tentatives, autrement dit le temps de résolution du problème, lui, il augmente de manière exponentielle. D'accord? Donc, sur le graphe là, que je suis en train de vous représenter ici, sur ce graphe, vous avez le temps de résolution en ordonnée versus la taille du problème en abscisse. Donc, un problème, comme je viens de vous le présenter avant, ben, c'est typiquement la courbe bleue. Vous voyez que le temps qu'il faut pour résoudre le problème, il augmente de manière exponentielle avec la taille de ce problème. Quand vous avez des problèmes de ce type-là, en informatique classique, je ne dis pas toujours, mais des fois, ces problèmes, on peut les ramener simplement à un temps, on va dire, non plus exponentiel, mais une croissance polynomiale. Une fonction polynôme, c'est quelque chose en ax cube plus bx carré plus cx, etc. Donc, c'est en puissance de x. Une fonction polynôme, ça grandit toujours moins vite qu'une fonction exponentielle. Donc, on va passer d'un profil type courbe bleue à un profil type courbe verte. Donc, vous voyez que pour des problèmes de grande taille, ce qu'on gagne, c'est énorme. Typiquement, là, ce que je vous ai montré tout à l'heure, 10 exposant 14 années versus 10 secondes. C'est-à-dire, on passe de la courbe bleue, là, à la courbe verte. Donc, voilà typiquement ce que c'est qu'une accélération exponentielle. C'est quand on passe de quelque chose qui est exponentiel à quelque chose qui se résout en un temps, cette fois-ci polynomial. C'est-à-dire beaucoup plus rapidement. Maintenant, bien sûr, tous les problèmes en informatique classique ne sont pas des problèmes exponentiellement difficiles. Vous avez également des problèmes en informatique classique qui peuvent se résoudre en un temps polynomial. Bah, même dans ce type de situation, on peut avoir une accélération quantique. C'est la courbe verte là, que je vous fais en dessous. Si je zoome un peu là, sur la partie basse du graphe, si je zoome là-dessus, voilà typiquement ce qu'on va avoir. Quand vous allez avoir quelque chose en bleu qui va grandir, typiquement, disons que la taille du problème, c'est n, donc vous pouvez avoir une courbe bleue là, qui grandit également en n.
Donc, disons, si le problème est de taille 100, il va vous falloir, je ne sais pas, 100 itérations pour le résoudre. S'il est de taille 1 million, il va falloir 1 million d'itérations de l'algorithme pour le résoudre. Donc, ça, c'est en informatique classique. En informatique quantique, on peut typiquement ramener ça en racine de n. Donc, ce qui prenait 10 000 opérations en classique va en prendre plus que 100 en quantique. Ce qui prenait 100 opérations en classique en prend plus que 10 en quantique, etc. Donc ça, ce n'est pas une accélération exponentielle, c'est ce qu'on appelle une accélération quadratique. C'est un peu moins intéressant, ça n'accélère pas autant que ce que j'ai montré avant, mais ça accélère quand même tout de même les choses. Donc en informatique quantique, si je résume, il y a deux types d'accélération. L'accélération exponentielle d'un côté, c'est ce qui est le plus intéressant, l'accélération quadratique de l'autre. Un peu moins intéressant, mais qui existe tout de même. Un exemple d'accélération quadratique, c'est quand vous recherchez quelque chose dans une base de données qui est ce qu'on appelle non structurée en informatique, c'est-à-dire une base de données où tout est dans le désordre à l'intérieur. Vous avez un exemple ici. Vous avez une base de données de taille 100. Donc, vous pouvez imaginer une urne dans laquelle vous avez une centaine de boules numérotées de 1 jusqu'à 100. Et dans l'urne, donc, tout est dans le désordre. Et supposons que vous cherchez, j'en sais rien, la boule numérotée 68, par exemple. En informatique classique, comment on va s'y prendre? On a une approche séquentielle. C'est-à-dire qu'on prend une première boule, on regarde. Si ce n'est pas la bonne, on prend une deuxième boule, on regarde, etc. Donc, on fait un tirage comme ça, sans remise. On prend les boules les unes après les autres jusqu'à se trouver la bonne boule. Donc, si vous êtes chanceux, vous trouvez la bonne boule du premier coup. Si vous n'êtes vraiment pas chanceux, vous la trouvez au bout de la 100e tentative. Et puis, en moyenne, vous allez la trouver au bout de la 50e tentative, vu que la liste est de taille 100. Donc ça, typiquement, voilà, il nous faut de l'ordre de n opérations si la liste est de taille n. Maintenant, en informatique quantique, ce qui prendra 100 tentatives en classique, il vous faudra simplement 8 tentatives, 8 itérations de votre algorithme en informatique quantique. Donc ça, c'est un exemple, vous voyez, d'accélération quadratique. Ce n'est pas aussi impressionnant que ce que j'ai montré tout à l'heure avec la factorisation, mais c'est une accélération tout de même, et d'autant plus significative que la taille de la base de données sera grande. Et de manière générale, donc voilà, n en classique, taille du problème, versus racine de n en quantique. Et l'algorithme quantique qui permet d'amener cette accélération, c'est l'algorithme de Groover. L'algorithme de Shor datait de 1996. L'algorithme de Groover, lui, c'est 1994. Vous voyez, c'est des choses déjà qu'on connaît depuis quelques années. Donc, gardez ce deuxième exemple en tête, parce que je vais y revenir un petit peu plus tard dans la présentation. Bon, c'est bien beau tout ça, mais comment ça fonctionne de l'intérieur? Pourquoi on a une accélération quadratique ou exponentielle? Pourquoi ça va plus vite finalement? Donc, il faut à un moment donné dans la présentation que je vous parle de ces fameux bits quantiques, de ces unités d'information quantique, donc l'équivalent quantique de nos bits classiques. Donc, l'accélération quantique, en fait, elle sort de deux principes, voire de trois principes. Le premier, c'est ce qu'on appelle le principe de superposition. Vous avez peut-être déjà entendu parler, vous avez lu quelques articles sur l'informatique quantique. Donc, qu'est-ce que ce principe de superposition? Donc, encore une fois, je ne vais pas faire un cours de maths, donc je vais faire un peu de physique avec les mains là ce matin. Un bit quantique, je vais le modéliser avec un donut. En informatique classique, votre donut, il aurait le droit d'être soit sur la phase rouge, ce qui serait l'équivalent d'un bit classique 0, soit sur la phase bleue, ce qui serait l'équivalent d'un bit classique 1. Maintenant, en informatique quantique, votre donut, il a le droit de se trouver sur la tranche. Donc là, typiquement, vous voyez, je suis pile sur la tranche. Donc, je suis dans ce qu'on appelle une superposition de l'état 0, c'est-à-dire de l'état rouge, et de l'état bleu, c'est-à-dire de l'état 1. Donc là, on a une superposition 50-50 des deux états 0 et 1. Maintenant, ce qu'il est important de comprendre ici, c'est que votre bit quantique, votre donut quantique, il a le droit d'être sur la tranche que lorsque vous ne le regardez pas, que lorsque vous ne l'observez pas, si je le dis autrement, c'est-à-dire tant que vous ne le mesurez pas, il a le droit d'être sur la tranche. Dès que vous allez le regarder, dit autrement, dès que vous allez le mesurer, votre bit quantique, qu'est-ce qui va se passer? Votre donut va redevenir un donut classique. C'est-à-dire qu'il va se retourner soit sur la phase rouge, soit sur la phase bleue. Et ce, avec une probabilité 50-50. Une chance sur deux qui va se retourner sur la phase rouge, une phase sur deux qui va se retourner sur la phase bleue. Donc vous, ce que vous allez observer à la fin, c'est une valeur classique, c'est un bit classique.
Donc, le donut, il a le droit d'être sur la tranche tant qu'on ne le mesure pas, tant qu'on ne l'observe pas. Et à la toute fin, quand on va le mesurer, en général à la fin d'un algorithme, quand on va faire une mesure en toute fin d'un algorithme, le donut va redevenir un donut classique et va afficher soit la valeur 0, soit la valeur 1. D'accord? Maintenant, rien ne m'empêche de préparer un donut quantique dans une superposition 70-30. Ça veut juste dire que le donut, je l'ai légèrement plus orienté sur la phase rouge que sur la phase bleue. Et ça doit s'interpréter d'un point de vue statistique. C'est-à-dire que si des donuts, j'en prépare, disons, une dizaine dans cette configuration, quand je vais les mesurer, statistiquement, j'aurai 70% des donuts qui vont se retourner sur la phase rouge et 30% qui vont se retourner sur la phase bleue. Donc, ce qui peut se passer, c'est qu'on peut avoir 5 rouges, 5 bleus. On peut avoir 6 rouges, 4 bleus, ou 7 rouges, 3 bleus, ou voire 8 rouges, 2 bleus. Mais statistiquement, si je prenais un échantillon beaucoup plus représentatif que 10 éléments, si je prenais, je ne sais pas, 1 million de donuts, que je les préparais tous dans cette configuration, loi des grands nombres, j'aurais statistiquement 70% sur la phase rouge, 30% sur la phase bleue quand je fais les mesures. D'accord? Donc, loi des grands nombres, je vais tendre vers une distribution statistique 70-30 quand je vais répéter ça un grand nombre de fois. Donc, tout ça pour dire que la physique quantique, ça s'interprète de manière, les résultats s'interprètent toujours de manière statistique. Un algorithme quantique, il faut toujours l'exécuter un grand nombre de fois pour avoir une interprétation statistique des résultats que l'algorithme vous fournit. D'accord? Donc, la physique classique, elle est déterministe. La physique quantique, elle est probabiliste. Donc, il faut exécuter les algorithmes un grand nombre de fois pour pouvoir interpréter les résultats, pour donner un sens aux résultats que vous observez. Voilà un premier message à retenir ici. Maintenant, si je généralise à plus qu'un qubit, donc disons j'en prends 2, en informatique classique, si j'ai 2 bits classiques, j'ai 4 configurations et je peux en avoir qu'une à la fois. Soit j'ai la configuration rouge-rouge, soit la configuration rouge-bleu, soit bleu-rouge, soit bleu-bleu. Bon, je pense que je ne vous apprends rien avec ça. Maintenant, si j'ai 2 bits quantiques, rien ne m'empêche de généraliser mon principe de superposition. Je peux faire une superposition des 4 configurations. Donc, ce que je vous ai montré à l'échelle d'un seul qubit, ça se généralise également à 2 qubits, 3 qubits, voire davantage. Donc là, par exemple, je peux faire une superposition où dans ma superposition, j'ai 25% de chacune des contributions. Donc, en gros, c'est une superposition uniforme des 4 contributions possibles. Maintenant, en termes d'informations stockées dans mes systèmes, si j'ai des bits classiques, évidemment, si j'ai 2 bits classiques, j'ai 2 bits d'information. À l'inverse, si j'ai 2 bits quantiques, je peux avoir donc une superposition donc, des 4 configurations. Et en gros, les pourcentages, les coefficients que je mets dans ma superposition, ça, on peut les interpréter en fait comme des bits classiques d'information. Donc, si j'ai 2 bits quantiques, j'ai l'équivalent de 4 bits classiques d'information, c'est-à-dire 2 à la puissance 2. Maintenant, si j'ai 3 bits classiques, j'ai 3 bits d'information. Si j'ai 3 bits quantiques, 2 exposant 3 configurations, c'est-à-dire 8 configurations, donc avec 3 bits quantiques, 3 qubits, j'ai l'équivalent de 8 bits classiques d'information. Vous commencez à comprendre un peu la règle, là, comment ça marche. Donc, de manière générale, quand j'ai n qubits, j'ai l'équivalent de 2 exposant n bits d'information classique. Ce qui me permet maintenant de faire le parallèle avec la molécule que je vous ai présentée en introduction. 108 qubits, ça ne sortait pas de nulle part. 2 exposant 108, c'est à peu près équivalent à 10 exposant 32. Donc 108 versus 10 exposant 32, il y avait comme une relation entre ces deux grandeurs. C'est que 2 exposant 108, ça vous refait 10 exposant 32. Voilà d'où ça sortait. Maintenant, un deuxième principe à l'œuvre en informatique quantique, c'est ce qu'on appelle le principe d'intrication. Alors, ce n'est pas réellement un principe vraiment différent de la superposition, c'est plutôt un cas particulier de superposition, en fait. Donc, ce n'est pas radicalement quelque chose d'autre, c'est plus un cas particulier. Donc, pour expliquer un peu ce que c'est que de l'intrication, je vais reprendre l'exemple de mes 2 qubits. Juste avant, je vous ai montré l'exemple d'une superposition où j'aurai 4 fois 25%, c'est-à-dire une distribution uniforme de mes 4 configurations. Donc, j'ai les 4 configurations à la fois, toutes à 25% dans la superposition. Maintenant, rien ne m'empêche d'aller faire une superposition où j'aurai uniquement les termes diagonaux qui contribuent. C'est-à-dire la configuration rouge-rouge, elle contribue à 50% dans la superposition.
La configuration bleu-bleu contribue également à 50% dans la superposition, et les termes antidiagonaux, les termes croisés, eux, ne contribueraient pas du tout. Ben ça, c'est un exemple de ce qu'on appelle un état intriqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben regardez, quand je vais mesurer le premier donut, supposons que ce que j'obtienne, vous voyez, j'ai une chance sur 2 d'avoir rouge, une chance sur 2 d'avoir bleu pour le premier donut quand je vais le mesurer. Supposons que je le mesure et que j'obtienne le résultat rouge. Eh bien, vous voyez, je n'ai pas besoin d'aller maintenant mesurer le deuxième donut. Je sais immédiatement que le deuxième donut, c'est lui aussi désormais dans la configuration rouge. Inversement, supposons que j'avais mesuré le deuxième donut, c'est que j'aurais obtenu la configuration bleue. Eh bien, je n'ai pas besoin de mesurer le premier. Je sais immédiatement que le premier donut, c'est lui également désormais dans la configuration bleue. Ça, c'est un exemple de ce qu'on appelle un état intriqué, ce qu'on appelle de l'intrication. C'est-à-dire que les résultats de vos mesures sur les deux donuts sont systématiquement corrélés. Quand j'ai le résultat du premier, si je vais mesurer le deuxième, le résultat que j'obtiendrai sur le deuxième sera systématiquement corrélé avec le résultat que j'ai obtenu sur le premier. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'intrication. Pour bien que vous compreniez la différence avec le cas précédent, je vais revenir 2 secondes en arrière. En quoi c'est différent de la situation précédente? Je refais la même chose ici. Supposons que je mesure le premier donut et que j'obtienne le résultat rouge. Eh bien, je ne peux absolument pas conclure sur l'état du deuxième donut. Regardez, quand le premier est dans l'état rouge, il y a 2 choix possibles pour le deuxième. Soit le deuxième est dans l'état rouge lui aussi, soit il est dans l'état bleu. Et comme on ne sait pas, en fait, il est dans une superposition des deux à la fois. Donc, vous voyez que quand j'ai une information sur le premier qubit, sur le premier donut, ça ne m'apporte aucune information sur le deuxième. Ils sont complètement indépendants l'un de l'autre. On dit encore qu'on a un état qui est séparable. Dans l'informatique quantique, vous avez des états séparables et des états intriqués. État séparable, c'est quand chacun des qubits vit sa vie de son côté. État intriqué, c'est quand les qubits sont corrélés les uns avec les autres. Donc, de l'intrication, c'est quelque chose qui n'existe pas du tout en informatique classique. C'est quelque chose qui est vraiment purement quantique. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller corréler ce qui se passe d'un côté du processeur. On peut aller corréler ça avec ce qui se passe à l'autre bout du processeur. Et ça, encore une fois, ce n'est pas possible en informatique classique. On ne peut pas corréler comme ça ce qui se passe de part et d'autre du processeur. Tout marche de manière indépendante en physique classique. Donc ça, c'est le principe d'intrication. Donc là, je vous ai montré de l'intrication avec des corrélations. Je peux continuer à faire ça, mais en déséquilibrant les ratios. Les résultats sont toujours corrélés, mais ça veut juste dire que j'aurai plus souvent des résultats rouges que des résultats bleus. Mais quand j'ai du rouge d'un côté, j'ai du rouge de l'autre, et inversement. Donc, c'est toujours corrélé. Et je peux également faire de l'intrication avec de l'anticorrélation. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand l'un est bleu, l'autre est rouge. Quand l'un est rouge, l'autre est bleu. Donc, c'est toujours corrélé. On ne dit plus que c'est corrélé, on dit que c'est anticorrélé. Mais c'est toujours intriqué. Donc, les résultats sont toujours liés les uns aux autres. Donc, ça, c'est le principe, donc, phénomène d'intrication. Donc, maintenant, avec ça, comment on va construire ces fameux algorithmes? Si je résume un petit peu ce qu'on a vu jusque-là, qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'opération? Je vous ai dit, les qubits, on peut les placer en superposition. Première chose que je vous ai racontée. On peut ensuite, quand on a plus qu'un qubit, je vous ai dit, on peut également les intriquer, c'est-à-dire les corréler les uns aux autres. Comme un bit classique, on peut également flipper un qubit. Donc, s'il est sur la phase rouge, on le passe sur la phase bleue et inversement. Et enfin, qu'est-ce qu'on peut faire sur ces qubits? Je vous ai raconté, on peut les mesurer. C'est-à-dire, quand on va les mesurer, ils vont se flipper soit d'un côté, soit de l'autre. Ils vont redevenir des bits classiques. Alors bien, ce n'est pas les seules choses qu'on a dans le catalogue. On peut faire également d'autres choses. Mais j'ai déjà utilisé ça ce matin. Ça sera suffisant pour ce matin pour illustrer quelques principes. Donc, à chacune de ces opérations, on associe ce qu'on appelle une opération logique, c'est-à-dire une porte logique. Un peu comme en électronique. Quand vous voulez placer un bit quantique en superposition, vous avez une opération logique qui s'appelle, ce qu'on appelle dans le jargon, une porte de Hadamard. La porte de Hadamard, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend un bit classique, elle le transforme en un bit quantique, c'est-à-dire en superposition. Donc ça, c'est la porte de Hadamard. Elle sert à superposer. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la porte contrôlée note, contrôle X. On appelle ça encore comme ça. C'est une porte qui existe également en électronique classique. Cette porte, comment elle marche? C'est une porte à 2 bits, ou une porte à 2 qubits, dans le monde de l'informatique quantique. Vous avez un premier bit, ou un premier qubit, c'est ce qu'on appelle le qubit de contrôle. C'est celui que je représente ici par un petit point. Et de l'autre côté, en bas,
vous avez ce qu'on appelle le bit ou le qubit cible. Donc, il y a un bit de contrôle et un bit cible. Comment ça marche? Quand le bit de contrôle est dans l'état 0, le bit cible, il ne lui arrive rien. En gros, rien ne se passe. En revanche, quand le bit de contrôle est dans l'état 1, le bit cible, on va le retourner. Donc, si c'était dans l'état 0, on le passe dans l'état 1. Si c'était dans l'état 1, on le passe dans l'état 0. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe si jamais le bit de contrôle, ce n'est pas un bit classique, mais c'est un qubit qui est dans une superposition de 0 et de 1. C'est-à-dire quand on a les deux états à la fois. On a à la fois 0 et à la fois 1. Et bien, ce qui va se passer, c'est que la porte SINOT, là, elle va s'appliquer du coup en superposition. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'en fait, à la sortie, vous aurez un état intriqué. Le rouge va rester rouge. Par contre, le rouge va passer bleu si le premier qubit est dans l'état bleu. Donc, on a comme ça, quand on rentre avec un état superposé en entrée pour le qubit de contrôle, à la sortie, vous récupérez un état intriqué. Donc, la porte contrôlée NOT, elle sert à intriquer vos qubits. Donc, si le qubit de contrôle, vous lui appliquez une porte de Hadamard pour le mettre en superposition et que derrière, vous appliquez une porte SINOT, eh bien, vous générez un état intriqué. Donc, avec une Hadamard et une SINOT, on crée un état intriqué. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Pour ce qui est du bit flip, c'est ce qu'on appelle la porte X, comme en informatique classique. Porte X, ça vous retourne le bit. Et enfin, pour ce qui est de la mesure, ça se représente en général en représentation circuit avec un petit compteur, là, comme ça, avec une aiguille. Donc ça, c'est le symbole qu'on va faire une mesure sur notre qubit. Donc avec ça, qu'est-ce que je peux faire? Une première chose déjà toute bête, je peux fabriquer un générateur de nombres aléatoires. Je prends un qubit, je le mets en superposition, je le mesure, une chance sur deux d'avoir 0, une chance sur deux d'avoir 1. C'est-à-dire une chance sur deux d'avoir rouge, une chance sur deux d'avoir bleu. Je répète ce circuit, je le réexécute 1 million de fois, je vais générer une séquence de taille 1 million, une séquence de nombres aléatoires de taille 1 million. Et ça, pour le coup, c'est du vrai aléatoire, garanti par les lois de la physique quantique. La séquence ne sera jamais reproductible. C'est du vrai aléatoire au sens théorie de l'information. C'est de l'aléatoire, je vais dire, ultime. C'est du vrai aléa. Ce n'est pas du pseudo-random, comme ce que vous propose Python ou C++ ou autre. Quand vous appelez un module qui génère un nombre aléatoire, c'est du pseudo-random. Vous attendez suffisamment longtemps, la séquence elle va finir par se répéter, donc c'est une faille de sécurité. Ici, votre séquence, elle ne se répétera jamais. C'est une vraie source d'aléa. Un système quantique est une vraie source d'aléa. Entropie maximum. Bon, c'est bien sympa de gérer de l'aléatoire, mais l'aléatoire, ça ne suffit pas. Nous, quand on veut résoudre un problème, on veut arriver à la solution du problème. On ne veut pas générer quelque chose d'aléatoire. On veut converger vers la solution du problème. Donc, pour vous présenter un peu comment ça marche, je vais reprendre cet algorithme de Groover, l'algorithme de Groover que j'ai cité tout à l'heure. L'algorithme de Groover, je vous rappelle, il sert à quoi? Il sert à chercher un élément dans une liste qui est dans le désordre. Donc, quand je cherche un élément dans quelque chose qui n'est pas ordonné, en quantique, je vais aller utiliser l'algorithme de Groover. Donc, l'algorithme de Groover, je vais vous l'illustrer un petit peu étape par étape pour bien que vous compreniez comment ça marche. Et je vais l'illustrer dans un cas relativement simple, un cas où ma liste, ma base de données serait simplement une base de données de taille 4. Donc, ma base de données est dans le désordre. Donc, dans ma base de données, j'ai quoi? J'ai 0, 2, 3 et 1. Okay. Donc, supposons que ce qu'on cherche, c'est l'élément numéro 3. En physique classique, je vous ai expliqué, dans le pire des cas, il vous faut 4 tentatives. Je prends la première boule, je regarde, c'est pas bon. Je prends la deuxième, je regarde, c'est pas bon, etc. Si vraiment je suis pas chanceux, la boule numéro 3, je vais la tirer au bout du 4e essai, au bout de la 4e tentative. Je vais essayer de vous convaincre qu'en quantique, il me faut une seule itération de l'algorithme de Groover pour trouver la bonne solution. Ça va sortir tout de suite. Donc, évidemment, je suis en informatique. Donc, des données en digital, il faut que je les convertisse en binaire. Donc, pour coder jusqu'à 4 valeurs, il me faut 2 bits. D'accord? Donc, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Et donc, je vous rappelle qu'on va chercher, nous, ce qu'on cherche, c'est la sortie 3. C'est la valeur numéro 3, c'est-à-dire en binaire, la valeur 1, 1. Vous voyez, il faut 2 bits. C'est pour ça que dans mon circuit, vous voyez, j'ai 2 registres, j'ai 2 qubits, parce qu'il faut 2 qubits pour encoder 4 valeurs, 2 exposant 2. La première étape de l'algorithme de Groover, elle va consister à mettre en superposition les 4 solutions de mon problème, à la fois la bonne comme les mauvaises. Donc, je crée une superposition où je mets tout à 25%. D'accord? Tout est à poids égal dans ma superposition. La bonne solution, c'est-à-dire la solution numéro 3, comme les mauvaises solutions, les solutions 0, 1 et 2.
Qu'est-ce qui se passe si je m'arrête là et que je fais directement une mesure? Ben, vous l'avez compris, physique quantique, c'est probabiliste. Du coup, ben, j'ai une chance sur 4 d'avoir la bonne solution, une chance sur 4 d'avoir la mauvaise solution 0, une chance sur 4 d'avoir la mauvaise solution 2, une chance sur 4 d'avoir la mauvaise solution 1. Donc, à ce stade, je n'ai pas fait grand-chose. J'aurai la bonne solution qu'avec 25% de chance. Donc, il faut que j'arrive à trouver un moyen de différencier la bonne solution des mauvaises solutions. Donc, pour ça, j'ai une deuxième étape dans l'algorithme. C'est ce qu'on appelle un oracle. L'oracle, c'est une série de portes qui a été spécifiquement designée de sorte à différencier ce que vous recherchez, à différencier la bonne solution des mauvaises solutions. Je vous passe les détails, ce n'est pas très intéressant. Mais qu'est-ce que fait l'oracle? Ben, j'avais une superposition 0, 0, plus 0, 1, plus 1, 0, plus 1, 1. Ça, c'était ma superposition. Ben, ce que fait l'oracle, c'est que dans la superposition, il va changer le signe devant la solution qui est solution de mon problème. Donc, au lieu d'avoir 0, 0, plus 0, 1, plus 1, 0, plus 1, 1, ce que je vais avoir, c'est 0, 0, plus 1, 0, plus 0, 1, moins 1, 1. Donc, il change le signe. Il change le signe dans la superposition. Ça devient négatif. Ensuite, j'ai une autre étape, c'est ce qu'on appelle le réflecteur. Le réflecteur, qu'est-ce qu'il fait? Il calcule en fait la moyenne des 4 coefficients. Donc, j'ai 3 coefficients à 25, un coefficient à moins 25. Donc, il calcule la moyenne. Donc, vous voyez, la moyenne, elle va être globalement positive, mais un petit peu plus bas du coup que 25 parce que j'ai une contribution négative qui diminue un peu la valeur de la moyenne. Et ce que fait le réflecteur, ben, comme son nom l'indique, il va opérer une réflexion par rapport à la moyenne. D'accord? Il va faire une réflexion par rapport à la moyenne. Donc, vous voyez qu'en fait, les trois solutions, les trois contributions qui ne sont pas réellement solutions du problème, eh ben, elles vont passer à 0. En gros, on les annule. On annule les mauvaises contributions. Et vous voyez que la bonne contribution, par réflexion, elle est complètement amplifiée. Donc, je passe à 0% les mauvaises solutions, je passe à 100% dans la superposition la bonne solution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, si je fais une mesure tout à la fin de l'algorithme, eh ben, j'aurai systématiquement le bon résultat. Donc, vous voyez qu'avec quelques étapes, j'ai réussi à transformer quelque chose qui était 100% probabiliste au début. J'ai réussi à convertir ça en quelque chose qui est 100% déterministe à la fin. Donc, l'algorithme quantique, voilà ce qu'il fait. Il convertit du probabiliste, il le convertit en du déterministe. De sorte qu'à la fin de l'algorithme quantique, j'ai toujours la bonne solution. D'accord? Donc, voilà ce qu'a fait mon algorithme de Groover. Il a transformé du probabiliste en du déterministe. Maintenant, en quoi l'algorithme de Groover il est allé plus vite qu'un algorithme classique équivalent? Là, j'avais une base de données de taille 4. Donc, vous avez vu, j'ai appliqué mon oracle et mon réflecteur qu'une seule fois, et ça a suffi pour que la bonne contribution passe à 100% et les mauvaises contributions passent à 0%. Maintenant, si j'avais eu une base de données non pas de taille 4, mais une base de données de taille n, de manière générale, disons n égale 100, ben, si n égale 100, si je fais qu'une itération de mon oracle et de mon réflecteur, ben, je vais légèrement abaisser le poids des mauvaises contributions, je vais légèrement renforcer le poids de la bonne contribution. Avec une seule itération, ça ne sera pas suffisant. Ce ne sera pas suffisant pour ramener à 0% les mauvaises contributions et ramener à 100% la bonne contribution. Donc, je vais avoir besoin de répéter plusieurs fois d'affilée l'oracle et le réflecteur. Donc, le bloc oracle-réflecteur, je vais le répéter plusieurs fois d'affilée. Et itération par itération, les mauvaises contributions vont petit à petit diminuer à 0% et la bonne contribution va petit à petit être amplifiée à 100%. Et typiquement, le nombre de fois que je dois répéter mon oracle et mon réflecteur, ben, c'est de l'ordre de racine de n. N étant la taille de ma base de données. D'accord? Donc, simplement racine de n itération. Un algorithme classique équivalent, lui, il aurait besoin de n itérations, non pas racine de n, mais n. Donc, c'est en ce sens qu'on a une accélération quadratique. C'est-à-dire le nombre d'itérations de mon algorithme est beaucoup plus faible que le nombre d'itérations d'un algorithme classique équivalent. Donc, voilà comment fonctionne cet algorithme de Groover. Donc, vous voyez qu'avec des portes logiques, j'ai diminué en fait les contributions des mauvaises solutions et j'ai renforcé la bonne solution. Donc, c'est ce qu'on appelle encore des interférences. Je fais des interférences entre systèmes quantiques dans le processeur, de sorte à amplifier une solution et annuler les autres. Voilà comment marche un algorithme quantique. On passe d'un truc 100% aléatoire à un truc 100% déterministe à la fin. Et ça, on le fait en beaucoup moins d'étapes que quelque chose de classique équivalent. Donc, voilà dans les grandes lignes comment ça marche.
Donc, superposition, intrication et interférence. Voilà, je vais dire les trois termes clés de l'informatique quantique. Bon, j'en ai fini pour tout ce qui est algorithme et je vais dire software. J'aimerais maintenant un petit peu vous parler du hardware. Donc, c'est-à-dire les couches basses, le processeur en tant que tel. La question que peut-être vous vous posez, c'est, bon, ça a l'air presque simple, là, tout ce que je vous raconte. Mais du coup, pourquoi ces algorithmes quantiques, aujourd'hui, on n'est pas encore capable de les exécuter à l'échelle? Pourquoi l'algorithme de Shor, aujourd'hui, ce n'est pas déjà une réalité? Pourquoi on n'est pas capable de casser des clés de 1048 bits dès à présent? La réalité, c'est que ces processeurs quantiques, ils sont très difficiles à fabriquer. Quand vous voulez fabriquer un processeur quantique, vous faites face en fait à deux choses qui sont très contradictoires. Un système quantique, que ce soit un photon, une particule de lumière, que ce soit un atome, que ce soit un ion, que ce soit un électron, vous comprenez bien que c'est très fragile. Quand on manipule des atomes un par un, des électrons un par un, c'est très fragile. Donc toute la difficulté, c'est d'arriver à bien les isoler, ces qubits, bien les isoler de leur environnement extérieur. Le moindre petit flux de chaleur résiduel, la moindre petite perturbation électromagnétique, ça va venir perturber votre système, ça va venir perturber vos qubits. Et c'est comme si en fait, vous allez les mesurer sans le vouloir. Et en fait, vos bits quantiques vont redevenir des bits classiques. Ce qui est un peu problématique, c'est que votre algorithme n'a pas eu le temps de finir de s'exécuter. Si ce type d'effet, ce qu'on appelle de la décohérence, ça intervient en plein milieu d'un algorithme, eh ben, l'algorithme, à la fin, il va retourner des résultats qui seront complètement erronés. Donc, toute la difficulté, c'est d'arriver à construire des processeurs quantiques dans lesquels ces qubits sont bien isolés, sont bien protégés de l'environnement extérieur. Mais en même temps, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que si ces qubits, vous les protégez trop bien, et bien après, on ne peut plus non plus interagir avec eux pour implémenter des opérations logiques et donc implémenter un algorithme. Donc, vous voyez, on a deux choses qui sont complètement contradictoires. On veut un truc qui est très bien isolé, mais avec lequel on veut quand même pouvoir interagir. Et ça, c'est toute la difficulté de construire ces processeurs quantiques. Donc aujourd'hui, sur le marché, vous avez deux approches dominantes. Vous avez d'un côté ce qu'on appelle des processeurs dits supraconducteurs, à base de qubits supraconducteurs. Et de l'autre, vous avez des processeurs quantiques à base de ce qu'on appelle des ions piégés, des qubits construits avec des ions piégés. Donc, je vais dire un mot un petit peu rapidement sur chacune de ces deux approches. Vous allez voir qu'en fait, elles sont complètement différentes l'une de l'autre. Les points faibles de l'une sont les points forts de l'autre et réciproquement. Je vais commencer par toucher un mot sur les qubits supraconducteurs. Les qubits supraconducteurs, c'est la technologie qu'ont choisi des petites entreprises du nom de Google ou encore IBM, et d'acteurs plus spécialisés dont le nom vous dira sans doute rien, comme par exemple Rigetti. Rigetti, c'est une boîte californienne, ou IQM, qui est une boîte finlandaise et à moitié allemande également maintenant, donc une boîte européenne. Donc toutes ces entreprises, mais pas que elles, il y en a encore d'autres, ont fait le choix de ce qu'on appelle les qubits supraconducteurs. Donc les qubits supra, comment ça marche dans les grandes lignes? Vous avez certains matériaux, quand vous les refroidissez à très basse température, dans le matériau, il s'opère ce qu'on appelle une transition de phase, et le matériau devient supraconducteur. C'est-à-dire que dans le matériau, vous n'avez plus de résistance électrique. Le courant circule sans résistance. Et en fait, pourquoi il n'y a plus de résistance électrique? C'est parce que les électrons qu'il y a dans le matériau, en fait, se couplent par paires. Et quand ils se couplent par paires, ils ont le droit d'être tous dans le même état d'énergie. Et c'est ça qui fait qu'il n'y a plus de résistance électrique. Bon, peu importe les détails, peu importe la physique, c'est ce qu'on appelle des qubits supraconducteurs. Donc, qu'est-ce que fait IBM pour constituer ces qubits supraconducteurs? C'est qu'ils jouent sur des niveaux d'énergie de ces électrons. Quand ils sont dans le niveau d'énergie le plus faible, c'est l'équivalent d'un bit quantique 0. Quand ils sont dans le premier niveau d'énergie excité, c'est l'équivalent d'un 1. Et en jouant avec des impulsions électroniques pour piloter ces qubits, en jouant sur la durée des impulsions qu'on envoie, on peut en fait piéger un qubit quelque part entre l'état 0 et l'état 1. Donc, on est en train de créer une superposition de 0 et de 1 en envoyant des impulsions électroniques sur des électrons supraconducteurs avec la bonne durée, avec des impulsions de durée limitée. Donc, voilà comment IBM construit ces qubits. Google, eux, c'est un poil différent. Ils utilisent pareil, des électrons supraconducteurs, mais ils jouent sur le sens de circulation du courant dans le matériau pour créer des qubits. Quand les électrons circulent dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens qu'on appelle le sens horaire, c'est l'équivalent d'un 0. Quand ils circulent dans le sens qu'on appelle trigonométrique, c'est-à-dire le sens counterclockwise en anglais, quand ils vont dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, ça serait l'équivalent d'un 1. Et ils arrivent, Google, à contrôler, à avoir les deux en même temps, à faire une superposition de clockwise et counterclockwise. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à créer un qubit en jouant sur le sens de circulation du courant.
Donc, ce que fait IBM, c'est ce qu'on appelle des transmons qubits. Ce que fait Google, c'est ce qu'on appelle des flux qubits. Mais ça reste des qubits dits supraconducteurs, donc c'est des systèmes à très très basse température. L'avantage de ça, c'est que c'est une approche qui est relativement, je vais dire, scalable. On peut avec ça arriver à avoir beaucoup de qubits assez rapidement. Donc, c'est l'avantage qu'on peut facilement interagir avec les qubits. Le désavantage, vous l'avez compris, c'est que du coup, les qubits sont moins bien isolés. Si on peut bien interagir avec eux, c'est parce qu'ils ne sont pas très bien isolés. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les calculs, il y a beaucoup de bruit. Donc, les calculs, il y a quand même beaucoup d'erreurs. Donc, ce n'est pas très bien isolé, mais on peut facilement interagir. Donc, pour mettre quelques ordres de grandeur, avec des qubits supra, on a des clock rates de l'ordre du gigahertz, c'est-à-dire qu'on peut faire de l'ordre du milliard d'opérations à la seconde avec des qubits supraconducteurs. Par contre, le système va rester quantique, simplement de l'ordre de quelques dizaines, voire centaines de microsecondes. Donc, au bout d'une cinquantaine, d'une centaine de microsecondes, votre processeur va redevenir, entre guillemets, un processeur classique. Voilà. Par contre, on peut faire un milliard d'opérations à la seconde, donc ça laisse le temps d'en faire quand même quelques-unes. Donc ça, c'est les qubits supraconducteurs. Donc, si je résume, c'est plutôt une approche, je vais dire, quantitative que qualitative. Et l'état de l'art, aujourd'hui, IBM tient le record là, actuellement, on est de l'ordre d'une grosse centaine de qubits. De l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle des ions piégés. Donc, qu'est-ce qu'un ion? Un ion, c'est un atome chargé. C'est un atome auquel on a ajouté ou retiré quelques électrons, ce qui fait que l'atome devient chargé. Donc, comment on fait le 1 et le 0 avec des ions? On va jouer avec les niveaux d'énergie des ions. Le niveau fondamental, c'est le 0. Le premier niveau excité, c'est le 1. Et un peu comme avec les électrons là, de tout à l'heure, en envoyant des impulsions, non pas électroniques cette fois-ci, mais des impulsions optiques, on peut contrôler la transition entre le niveau fondamental et le premier niveau excité. Donc, on peut contrôler la transition entre le 1 et le 0. Et si on envoie des impulsions à la demi-période de la transition, les électrons peuvent se retrouver piégés entre le niveau fondamental et le premier niveau excité. Et c'est comme ça qu'on crée une superposition de 0 et de 1. Donc voilà comment on contrôle les qubits. On les contrôle avec des impulsions optiques, c'est-à-dire avec des faisceaux laser qu'on va envoyer sur des ions pour les contrôler. Donc voilà comment on construit des ions, des qubits à base d'ions piégés. Donc là, aujourd'hui, l'état de l'art, c'est une soixantaine de qubits avec ces approches-là. C'est IonQ qui détient le record. C'est une boîte américaine qui est basée sur la côte Est. Donc, vous avez IQT, qui est une boîte également européenne. Et puis, vous avez également Honeywell. Honeywell, je pense que ça vous parle parce que c'est un acteur généraliste. Ils font beaucoup de climatiseurs, ils font des masques là en ce moment. Mais ils font également des ordinateurs quantiques Honeywell. Et donc, Honeywell fait des ordinateurs quantiques à base d'ions piégés. Et donc là, ce qui était un défaut de l'autre côté est ici plutôt un avantage. Donc, c'est-à-dire que le système ici va rester quantique beaucoup plus longtemps. Quand on était de l'ordre de la dizaine de microsecondes côté gauche, là, on est plutôt de l'ordre de la milliseconde, voire de la seconde. Donc, le système reste quantique beaucoup plus longtemps parce qu'il est beaucoup mieux isolé. À l'inverse, puisqu'il est mieux isolé, ça devient plus compliqué d'interagir avec lui. Donc, on peut faire beaucoup moins d'opérations à la seconde. Côté gauche, on pouvait faire de l'ordre du milliard d'opérations à la seconde, c'est-à-dire gigahertz. Là, à droite, on est de l'ordre du million d'opérations à la seconde, c'est-à-dire mégahertz. Donc voilà, en gros, on ne peut pas avoir tout à la fois avec ces deux approches. Soit l'une, les avantages de l'un sont les inconvénients de l'autre et vice-versa. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec une soixantaine, une centaine de bits quantiques? En 2019, vous avez peut-être entendu parler d'un papier qui avait fait grand bruit à l'époque. C'était dans Nature, le papier s'appelait très sobrement Quantum Supremacy. C'est un papier qui a été publié par Google. Pourquoi ce papier il a fait grand bruit? En fait, c'était la première fois qu'on a réussi à implémenter un algorithme quantique qui a résolu un problème de manière drastiquement plus rapide qu'un ordinateur classique. Donc, ce n'était pas un problème, je vais dire, très intéressant. Donc, avec 53 qubits, la puce de Google à l'époque, c'était une puce de 53 qubits. Avec 53 qubits, ils ont réussi à faire en 3 minutes 20, implémenter un algorithme en 3 minutes 20, alors que l'équivalent classique de cet algorithme, ils ont fait une estimation qu'avec le plus puissant supercalculateur au monde qu'on a aujourd'hui, qui est du côté de la NASA, le même truc avec un supercalculateur classique, ça prendrait de l'ordre de 10 000 ans. Donc 10 000 ans d'un côté versus 3 minutes 20 de l'autre. Et c'était la première démonstration à l'époque, en 2019, c'était la première fois qu'on a réellement montré, expérimentalement parlant, qu'on arrivait à atteindre ce qu'on appelle l'avantage quantique, ce qu'on peut encore appeler la suprématie quantique, c'est-à-dire le régime dans lequel les ordinateurs quantiques n'arrivent clairement plus à suivre. Donc ça, c'était la première fois, c'était en 2019. Donc, ce n'était pas un problème très intéressant, je le répète, c'était un problème d'échantillonnage, c'est-à-dire un problème de génération de nombres aléatoires.
Donc, ce n'était pas vraiment la résolution d'un problème métier. On n'était pas en train de résoudre un problème en finance, un problème en chimie ou un problème, je ne sais pas, en supply chain. Mais c'était déjà une preuve de concept. C'était la première fois et ça a un peu excité tout le monde. Ça a un peu excité les investisseurs à l'époque. Donc, ça a été une bonne publicité. Donc, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, on est capable de résoudre tout type de problème. Ce n'est pas encore le cas, mais il y a déjà quelques premiers problèmes avec une cinquantaine, une centaine de qubits qu'on commence à pouvoir résoudre. Donc, on est en train, là, aujourd'hui, on est un peu en termes de timeline, on est un peu à l'époque où on commence à pouvoir démontrer de l'avantage quantique sur certains problèmes. Donc, on commence maintenant à y arriver. Ce qui était faux il y a 10 ans, aujourd'hui, ça y est, on arrive à le faire. Bon, je vous ai parlé de qubits supra, je vous ai parlé d'ions piégés. Ce n'est pas les seules approches, il y en a d'autres. Il y a d'autres approches concurrentes. Il y a ce qu'on appelle les approches à base de semi-conducteurs, comme fait par exemple le CEA-Leti, pas très loin d'ici, là, à Grenoble. Donc, si vous venez là, à la conférence, sans doute en mars, vous aurez l'occasion d'entendre parler des approches à base de semi-conducteurs. C'est assez prometteur. Il y a tout ce qui est à base de circuits photoniques, donc des approches optiques. Et puis, il y a encore ce qu'on appelle les atomes neutres, là que je n'ai pas sur la slide, comme fait par exemple Pascal à Palaiseau. Et puis, il y a des approches type qubit topologique. Bon, je ne détaille pas, c'est une approche assez géométrique. On joue sur les arrangements des qubits dans le processeur en les déplaçant. C'est des approches un peu géométriques. Et ça, c'est une approche sur laquelle se positionne par exemple Microsoft. Et l'avantage de ces qubits topologiques, c'est qu'ils sont en fait beaucoup plus résistants en termes d'erreurs. Ils sont beaucoup plus résistants au bruit que toutes les autres approches que j'ai citées. Par contre, les qubits topologiques sont beaucoup plus difficiles à réaliser d'un point de vue engineering, d'un point de vue pratique. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une approche qui est du tout mature, mais c'est une approche dans laquelle Microsoft investit énormément. Donc peut-être dans quelques années, cette approche prendra le pas sur le reste à suivre. Donc voilà, vous avez comme ça, je vais dire 5-6 approches concurrentes, vers 2-3 qui se démarquent aujourd'hui, et puis 2-3 autres qui sont un peu plus en retard, mais qui sont amenés à rattraper ce retard. Maintenant, c'est quoi l'objectif à long terme d'un point de vue hardware? Vous avez compris, un gros problème aujourd'hui de ces processeurs quantiques, c'est que c'est des systèmes très fragiles. Ils sont sensibles au bruit, il y a beaucoup de bruit dans les calculs. Donc aujourd'hui, on n'est pas capable d'implémenter l'algo de Shor, l'algo de Groover et autres à grande échelle. Pourquoi? Parce que quand on empile les opérations, les erreurs, elles s'accumulent et à la fin, le résultat n'a plus rien à voir avec ce qu'on voudrait. Donc le but du jeu, à très long terme, l'objectif ultime des gens qui développent des ordinateurs quantiques, c'est d'arriver à faire ce qu'on appelle de la correction d'erreurs. C'est-à-dire implémenter, on top de l'algorithme, on top de votre algorithme de calcul, implémenter un code correcteur d'erreurs qui va en temps réel vous corriger les erreurs de sorte à ce que l'algorithme puisse se poursuivre jusqu'à son terme sans être altéré, sans être bruité. Dans un ordinateur classique, des erreurs, vous en avez également. De temps en temps, vous avez des rayons gamma là, qui viennent de l'espace, qui traversent votre ordinateur. Et de temps en temps, un bit dans votre processeur, dans votre disque dur, se flippe de manière involontaire. Ça arrive très rarement, ça arrive, je ne sais pas, une fois tous les milliards d'opérations, voire davantage, mais ça arrive quand même de temps en temps, et ça, il faut le prendre en compte, il faut le corriger. Donc, dans votre ordinateur classique, vous avez ce qu'on appelle des codes correcteurs d'erreurs. Comment ça marche? L'information, on en fait plein de copies, on fait plein de copier-coller de vos bits. Et puis, si jamais il y a un bit qui est flippé, en comparant avec les copies, on s'en rend compte et puis on le remet dans le bon sens. Donc, c'est basé sur de la redondance, quoi. Voilà, on fait en fait la redondance de l'information et puis s'il y a un truc qui se flippe, on le voit tout de suite, on fait une moyenne, on arrondit et puis terminé. En informatique quantique, on voudrait faire la même chose. On voudrait prendre les qubits, copier l'information contenue dans les qubits sur d'autres qubits auxiliaires et puis comme ça les comparer, faire un vote de majorité et puis remettre le qubit qui nous sert réellement, le remettre dans le bon sens. Le problème en informatique quantique, c'est que ça, on n'a pas le droit de le faire. C'est dommage. Il y a un théorème fondamental qui s'appelle le théorème de non-clonage qui vous interdit de faire du copier-coller. L'opération de copier-coller en informatique quantique, elle est interdite par principe. On ne peut pas la faire. Donc, plutôt que copier-coller l'information, ce qu'on va aller faire, ce qui est autorisé, c'est qu'on va intriquer. On va intriquer le qubit qui est réellement utile dans l'algorithme. On va aller l'intriquer avec des qubits auxiliaires. Donc, ce n'est pas réellement un copier-coller, on va simplement les corréler les uns aux autres. Et à travers ces corrélations, s'il se passe quelque chose sur votre qubit de calcul, vous allez vous en rendre compte via les qubits auxiliaires et vous pourrez rétroagir sur le qubit de calcul pour le remettre dans la bonne configuration, c'est-à-dire celle qu'il avait avant d'interagir avec du bruit. Donc voilà comment ça marche, les codes correcteurs d'erreurs quantiques.
Le problème, c'est que ces codes correcteurs d'erreurs quantiques, ils sont très gourmands en nombre de qubits auxiliaires. Pour fabriquer un seul qubit logique, c'est-à-dire un qubit parfait, il vous faut de l'ordre de 1000 à 10 000 qubits physiques. D'accord? Donc, il vous faut 1000 à 10 000 qubits, je vais dire, auxiliaires pour fabriquer un seul qubit logique, c'est-à-dire un seul qubit parfait. Donc, aujourd'hui, vous comprenez que l'état de l'art, c'est une centaine de bits quantiques. Donc, on n'est pas encore en capacité de fabriquer des qubits logiques. On n'est pas encore en capacité de fabriquer des qubits parfaits. C'est encore un peu trop tôt. On n'est pas encore en capacité de le faire. Donc, la roadmap, sur le long terme, c'est la suivante. Là, ce graphe, il représente un peu tout, finalement. Côté gauche, vous avez le taux d'erreur sur les opérations dans les processeurs quantiques. Et de l'autre côté, sur l'axe des X, là, l'axe horizontal, vous avez le nombre de qubits physiques, c'est-à-dire le nombre réel de qubits que vous avez dans le processeur. Aujourd'hui, l'état de l'art, je vous ai dit, on a une centaine de qubits physiques. Et en termes de taux d'erreur, quand on implémente une opération sur un qubit, on a un taux d'erreur de l'ordre de 10-2, quelque chose comme ça. On est à peu près dans ces eaux-là. Sur le long terme, ce qu'on voudrait, c'est avoir de l'ordre de 100 000, 1 million, voire davantage de bits quantiques physiques, de sorte à en dédier la majorité à faire de la correction d'erreurs et en garder que quelques-uns pour implémenter l'algorithme. Typiquement, pour implémenter Shor, il nous faudrait 4000 qubits parfaits, 4000 qubits logiques, et du coup de l'ordre de 100 000, voire 1 million de qubits physiques dans le processeur, dont la majorité sera donc dédiée à faire de la correction d'erreurs sur les 4000 qubits logiques. Donc ça, c'est l'objectif long terme. Donc l'algorithme de Shor, c'est pour plus tard. Bien sûr, si vous voulez faire de la correction d'erreurs, il faut que les erreurs se créent moins vite que la vitesse à laquelle vous êtes en capacité de les corriger. Sinon, vous n'y arriverez jamais. Même si vous avez 1 milliard de qubits, si les erreurs se créent plus rapidement que vous pouvez les corriger, vous n'allez pas vous en sortir. Donc, avant même de pouvoir implémenter de la correction d'erreurs, il faut déjà que vos qubits ne soient pas trop de mauvaise qualité déjà de base. Donc, il faut déjà un petit peu, avant même de faire de la correction d'erreurs, s'améliorer un petit peu sur l'axe vertical. Donc ça passe par quoi? Ça passe par une amélioration de l'électronique de contrôle, ça passe par une meilleure isolation de votre processeur, etc. Donc ça passe par un middleware, je vais dire, de meilleure qualité. Donc là, aujourd'hui, d'année en année, on s'améliore vachement là-dessus. On s'est vachement amélioré là sur l'axe vertical. Avant même de faire de la correction d'erreurs, on est déjà vachement en train de s'améliorer là-dessus. Donc on est en train déjà de s'améliorer sur l'axe vertical, on est en train de descendre. Et en parallèle, on est en train d'aller s'améliorer également sur l'axe horizontal. On est en train de partir un peu vers la droite, là, de plus en plus. Aujourd'hui, je vous dis, l'état de l'art, c'est une centaine de qubits. Et IBM se projette à 1 millier de qubits d'ici un an ou deux. Donc, vous voyez que ça va quand même, ça va relativement vite. Donc, la correction d'erreur, ça sera peut-être pas si tardif que ça. Donc, ça, c'est pour le long terme. Maintenant, est-ce qu'on a besoin d'attendre 5 ans, 10 ans ou 15 ans avant de pouvoir faire quelque chose? La réponse, c'est non. On peut déjà faire des choses avec ces processeurs quantiques bruités et de moyenne taille. C'est ce qu'on appelle les approches NISQ. NISQ, ça veut dire Noisy Intermediate Scale Quantum Computing. Qu'est-ce que ça veut dire, ce terme un peu barbare? L'idée, pour les quelques années qui viennent, c'est-à-dire aujourd'hui et pour les 5 ans à venir, disons, l'idée, ça va être de travailler avec une approche hybride. On va faire travailler ensemble un ordinateur classique et un ordinateur quantique. Pour ça, on va travailler exclusivement avec des algorithmes quantiques qui ont des paramètres qu'on appelle des paramètres ajustables. C'est-à-dire que dans l'algorithme quantique, il y a des paramètres qu'on peut aller bouger si on le souhaite. Le processeur quantique, qu'est-ce qu'il va faire? Le processeur quantique, il va vous proposer un jeu de paramètres pour l'algorithme quantique. L'algorithme quantique, c'est là qu'il y a besoin de puissance de calcul, c'est pour exécuter l'algo, va exécuter l'algorithme avec ce jeu de paramètres-là. L'algorithme quantique, à la fin, une fois qu'on mesure, va fournir un résultat, un output. Et cet output, on va regarder s'il est très éloigné de la solution idéale. D'accord? S'il est trop éloigné, le processeur quantique va à ce moment-là proposer un nouveau jeu de paramètres différent du premier. Le processeur quantique va réexécuter à nouveau cet algorithme avec ce nouveau jeu de paramètres. On va obtenir une nouvelle sortie. Et a priori, si on a bien fait le job, normalement, cette sortie, elle va être plus proche du résultat idéal. Et en faisant comme ça quelques itérations entre le processeur quantique et le processeur quantique, entre le processeur classique et le processeur quantique, pardon, on va converger vers une distribution de paramètres optimale, c'est-à-dire celle qui permettra d'avoir un résultat en sortie d'algorithme quantique optimal vis-à-vis du problème métier qu'on est en train de résoudre.
Et ça se prête bien à tout ce qui est machine learning, simulation de molécules, optimisation de graphes. Bref, il y a tout un tas de problèmes, tout un tas de problèmes de simulation, d'optimisation et de prédiction qu'on peut traiter en approche comme ça biprocesseur classique quantique. Et ce type d'approche est beaucoup plus robuste au bruit que les autres approches qu'on pourra faire plus tardivement. Dans l'algorithme de Shor, l'algorithme de Groover, il n'y a rien qui est ajustable. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les opérations, il faut vraiment les exécuter de manière parfaite, sinon les erreurs, elles s'empilent. On ne peut rien ajuster. Donc il faut vraiment avoir de la correction d'erreurs. Pour ces algorithmes paramétriques, ces algorithmes où il y a des paramètres ajustables, du coup, vous voyez, il n'y a pas besoin d'attendre 15 ans. On peut déjà les implémenter, du coup, en approche comme ça biprocesseur. Donc ça, c'est, je vais dire, ça, c'est le présent. Ça, c'est dès maintenant. Donc voilà un petit peu la roadmap. Donc il faut se dire qu'il y a deux timelines dans l'informatique quantique. Il y a les approches NISQ, maintenant, et je vais dire les 5 ans à venir, et par la suite, les approches tolérant aux erreurs, c'est-à-dire les erreurs c'est-à-dire les approches avec des ordinateurs quantiques parfaits, c'est-à-dire avec correction d'erreurs incorporée. Donc là, on sera dans des approches fully quantum, quoi. Il n'y a plus de classique, là, il n'y a que du quantique. Donc ça, c'est l'étape d'après. Je ne sais pas quelle heure c'est là. Est-ce qu'il faut que j'accélère un peu? Je traîne? Comment ça se passe? Vas-y. Ouais, bon, je me rapproche de la fin. Il ne reste plus grand-chose. Ouais. Il reste une petite On a un partie. petit peu dépassé, Bruno, mais Ok, bon, il c'est ne reste tellement pas grand-chose. intéressant que… Ouais, je termine. Allez, j'active. Je vous fais la fin. Donc, il me reste à vous parler un peu pour conclure d'écosystème, plan de financement, etc. Donc, je repars un peu sur du… Je quitte un peu le scientifique, là. Je repars un peu sur plus du business. Là, sous les yeux, vous avez une cartographie qui répertorie, je ne vais pas dire tous, ce n'est pas exhaustif, mais qui répertorie un très grand nombre d'acteurs, à la fois des fournisseurs de solutions, software, hardware, donc ça c'est le rouge et le rose, mais également des utilisateurs finaux. Donc vous retrouvez que des grands noms essentiellement, qui sont les entreprises qui ont des besoins en puissance de calcul, c'est essentiellement les clients grands comptes en général, c'est souvent eux. Donc, on va retrouver tous les noms que j'ai un peu cités au début, des BMW, des Daimler, des Bosch, des Mercedes, des Lufthansa. Bon, il n'y a pas que des Allemands, je vous rassure, hein. Des banques, des gros laboratoires pharmaceutiques, et ainsi de suite, des Airbus en France, EDF, etc. Et on va retrouver, côté fournisseurs, des grands noms de l'informatique, donc des big tech, des IBM, des Google, des AWS plus récemment, des équivalents chinois, des Alibaba, etc. Mais pas que. Il y a également toute une industrie spécialisée qui est en train d'éclore là depuis quelques années. Donc, il y a des acteurs spécialisés. Il y a, je l'ai cité, Rigetti, IonQ, IQT, tout ça sont des acteurs, ce sont des pure players, des acteurs 100% quantiques qui font que de ça. Donc, il y a une industrie, je vais dire aujourd'hui, il y a peut-être 200, 300 acteurs à l'échelle mondiale sur ce marché-là, qui se répertorient un peu de différentes manières. Donc, vous avez des acteurs, je vais qualifier de full stack, hein, au sens qu'on l'entend en informatique, c'est-à-dire des acteurs à la fois sur le software, mais également sur le hardware. Donc là, vous avez des gros noms comme IBM, comme Google, qui développent les qubits Supra, mais qui développent également du software, Rigetti, Microsoft, ainsi de suite. Mais également des boîtes spécialisées comme Xanadu, qui est un acteur canadien, Kilimanjaro, là, ça c'est un acteur espagnol. Enfin bref, vous avez pléthore d'acteurs. Vous avez également des acteurs spécialisés à ce jour que sur le hardware. Là, on retrouve qui? On retrouve par exemple IonQ, que j'ai cité, qui font les qubits à base d'ions piégés. On retrouve Intel, qui font des qubits à base de semi-conducteurs. D'ailleurs, c'est un concurrent du CEA Leti là, de Grenoble. On en retrouve d'autres. Donc, les acteurs hardware, à terme, ils vont avoir vocation à également proposer du software pour devenir des acteurs full stack et être directement au contact des end-users. Et puis, vous avez des acteurs à l'inverse qui sont uniquement sur le software et l'algorithmique. Donc là, je vous ai cité Zapata tout à l'heure. Donc Zapata, c'est un acteur américain. En Angleterre, là, vous avez Cambridge Quantum, qui est un gros acteur également, spécialisé en applications et software. QCware, qui est une boîte californienne. OneQubit, c'est canadien. Bon, ainsi de suite, je ne les ai pas tous mis là, même si vous en avez un certain nombre. Et puis, vous avez des acteurs encore plus spécialisés, je veux dire comme moi, par exemple. Alors, moi, c'est plutôt une activité de consulting et de formation. Il y a des acteurs qui font que le middleware, ainsi de suite. Donc, il y a des acteurs encore, je veux dire, encore plus spécialisés que ça dans l'industrie quantique. Et là, à droite, donc, je vous ai résumé un petit peu la stack, comment ça marche finalement, l'informatique quantique dans le cloud. On part d'un problème métier. On va implémenter un algorithme quantique qui permet de résoudre ce problème métier. Donc, on va coder le circuit qui s'y rapporte, c'est ce que je vous ai montré. On construit des circuits quantiques avec des portes logiques.
Et puis ensuite, en général, si l'algorithme quantique il est de petite taille, on va aller le simuler sur un supercalculateur qui est encore en capacité d'arriver à le faire. Donc en général, on teste l'algorithme sur une petite instance, sur un problème de petite taille. On va le simuler sur un processeur classique, c'est-à-dire sur un supercalculateur. C'est ce que propose par exemple une boîte comme Atos. Ils mettent à disposition des supercalculateurs pour faire ça. Donc on va les simuler l'algorithme quantique sur un système classique. Et après, l'algorithme quantique, quand on va le passer à l'échelle, il ne sera plus question de pouvoir l'exécuter sur un ordinateur classique parce que l'ordinateur classique ne pourra plus le faire, ça sera trop compliqué. Donc là, après, on va aller réellement l'exécuter sur un processeur quantique, je vais dire dans un deuxième temps. Donc voilà un petit peu ce que c'est que l'informatique quantique dans le cloud. C'est programmer un circuit quantique et après aller l'exécuter soit sur un simulateur, c'est-à-dire un système classique, soit sur un vrai processeur quantique. Et vous avez des boîtes comme IBM et d'autres qui aujourd'hui vous mettent à disposition des vrais processeurs quantiques. Moi, c'est ce que j'utilise en classe avec mes étudiants. Je leur présente un algorithme, je présente un concept théorique. Immédiatement dans la foulée, on le programme en Python et on l'exécute soit sur un simulateur, soit sur un processeur quantique à distance, sans même avoir réellement accès au laboratoire. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Et c'est quand je fais des formations professionnelles, je propose la même approche. Je présente un concept, immédiatement, les gens ont l'occasion de l'exécuter, d'aller vraiment exécuter l'algorithme quantique sur un vrai ordinateur quantique à l'autre bout du monde. Donc ça, c'est quand même une chance là, de pouvoir faire ça en 2021. Donc je trouve ça assez chouette, quoi. Voilà. Maintenant, rapidement, un petit mot sur les plans de financement. Donc là, on est en France aujourd'hui, on est en Europe. L'Union européenne investit, je vais dire, massivement sur le quantique. Il y a eu un plan de financement annoncé en 2016 qui a commencé en 2018 avec de l'ordre de 1 milliard d'euros pour synchroniser un peu les efforts de recherche à droite à gauche en Europe. À ça s'ajoutent des agendas nationaux. Vous avez peut-être entendu parler du plan stratégique français. Si je ne dis pas de bêtises, c'est combien? C'est 1,8 milliard d'euros sur 5 ans. 1,8 milliard d'euros sur 5 ans pour pour financer de la recherche, pour financer des projets en synergie entre l'académique et le privé. Donc une partie du financement vient de l'Europe, une partie du financement vient de l'État, une partie du financement vient des acteurs privés, Thales, Atos, Airbus, etc. Donc ça va financer des thèses, ça va financer de la formation, ça va financer des nouveaux établissements, ça va financer plein de choses, des formations à l'université. Donc ça, c'est un plan stratégique en France sur 5 ans. En Allemagne, vous avez plus ou moins l'équivalent. En Angleterre également, il y a eu 2 vagues d'investissement, donc de 2013 déjà. En 2013, 270 millions de livres sterling. À nouveau, là, 200 millions de livres là, depuis 2019, notamment pour construire le UK National Quantum Computing Center, donc un gros centre de R&D où il va y avoir des centaines de chercheurs réunis au même endroit, avec également des acteurs industriels. Donc ça, c'est en Angleterre. Aux États-Unis, on parle de 1,2 milliard, enfin même 2, ça a été encore amplifié là maintenant, 2 milliards de dollars entre Trump et Joe Biden, là, sous 2 mandatures successives. Donc ça, c'est que de l'argent public, hein, j'entends. Rajoutez à ça l'argent des IBM, des Google, des AWS et autres. Donc on est à des dizaines de milliards d'euros en réalité aux États-Unis. Donc c'est des très grosses sommes. En Chine, vous avez plus ou moins la même chose. Et puis de manière peut-être un petit peu plus modeste, on n'est pas dans le milliard, mais dans les centaines de millions, où vous retrouvez le Canada, le Japon, l'Australie, je ne l'ai pas mis là, mais également Israël. L'Inde a investi également 1 milliard d'euros là, sur quelques années récemment. Donc ça bouge de partout. Je vais dire presque tous les mois, il y a de nouvelles annonces. Donc c'est très, très, très dynamique. C'est des sujets, vous l'avez compris, éminemment stratégiques pour les États. C'est l'autonomie, comment on appelle ça? C'est l'indépendance technologique, l'autonomie numérique. Donc voilà, il faut se placer là-dessus. Et donc, les pays en ont bien pris conscience. Donc, ça bouge vite. Bon, ça, c'était le plan français. J'ai déjà tout raconté, donc je zappe. À côté de ça, vous avez également donc, des financements privés, donc tout ce qui est donc start-up. Je vais dire aujourd'hui, en termes d'acteurs, je vous disais, il y a à peu près 200, 300 acteurs globalement. Alors, bien sûr, pas tous à la même échelle. Vous avez, je vais dire, allez, une grosse dizaine de boîtes qui ont levé, je vais dire, plus de 30 millions d'euros de fonds à travers différentes séries de financements. Aujourd'hui, il faudra que je remette à jour un peu le truc. Là, PsiQuantum, c'est l'acteur qui a levé le plus de fonds. C'est une boîte américaine, fondée par des Anglais d'ailleurs. Eux, ils ont levé 600 millions de dollars, donc ça, c'est le record. Alors, j'entends hors Big Tech, donc pour les acteurs vraiment spécialisés, c'est le record, c'est 600 millions de dollars. Derrière, vous avez quelques boîtes comme D-Wave, Rigetti qui sont à peu près à 200 millions de dollars de levée de fonds.
etc. Et puis après, un peu en dessous, vous avez une dizaine de boîtes entre 30 et 100 millions de dollars. Donc ça, c'est un peu les entreprises leaders. Voilà, il y a 10-15 boîtes aujourd'hui qui commencent vraiment à se démarquer. Et puis derrière, vous avez toute une flopée de boîtes qui ont levé quelques millions de dollars, quoi. Donc aujourd'hui, c'est essentiellement des séries A, enfin de la série A, parce que le marché est tout récent. Quelques boîtes, là, celles qui sont en tête de liste, en sont déjà à leur série B, voire plus rarement pour 2 ou 3 à de la série C. Donc voilà un petit peu, le degré de maturité du marché aujourd'hui. Mais ça bouge très très vite et ça devient de plus en plus dur à suivre. Ça n'arrête pas, quoi. Alors, parce que toutes les semaines, il y a une nouvelle boîte, un nouveau truc qui est en train de sortir. Donc ça commence à devenir dur à suivre, même pour moi qui suis ça toute la semaine, quoi. Voilà. Un petit mot rapidement sur les fonds d'investissement pour vous dire que en Europe, en général, ce n'était pas trop la culture d'avoir des fonds d'investissement ultra spécialisés sur une technologie en particulier, alors qu'aux États-Unis, c'était le cas depuis longtemps. Et donc, il y a en Europe, là, un peu une nouvelle vague qui est en train d'arriver d'un investisseur. Et sur le quantique, vous avez une boîte française comme Quantonation qui s'est spécialisée en financement de startups du quantique. Donc, eux, dans leur portefeuille, ils ont une dizaine, une quinzaine de boîtes de l'industrie quantique, des boîtes françaises, allemandes, anglaises ou encore suisses. Donc, c'est une démarche à souligner, c'est une démarche originale et bienvenue d'avoir comme ça des plans de financement avec dans leur board des vrais gens qui comprennent la physique quantique. Tu vois, Christophe Jourzac, c'est quelqu'un qui a un PhD de l'école polytechnique en physique quantique, qui a fait 15 ans derrière dans le milieu du business, donc qui a cette double compréhension du marché et donc qui a rejoint donc Audacia là, pour monter Quantonation, la famille Beck BD là derrière, pour financer des startups du quantique avec une vraie expertise derrière. Donc ça, c'est des initiatives bienvenues et qui sont petit à petit en train un peu de se multiplier. Donc ça, c'est une très bonne chose. Bon, les brevets, je vais zapper parce que l'heure tourne. Je vais m'arrêter. Je passe, mais pour dire que c'est essentiellement l'Europe est à la traîne en termes de brevets, comme d'hab, mais on en est conscient, donc ça va aller mieux. Et quelques petits mots là sur les événements. Depuis quelques années maintenant, il y a des conférences un peu d'envergure internationale qui sont en train de se monter. J'en parlais au tout début. Donc des conférences à la croisée, du scientifique et du business, où il y a beaucoup de end-users qui sont invités à venir présenter les cas d'usage sur lesquels ils travaillent pour inspirer d'autres end-users, et des fournisseurs également qui viennent présenter un peu leurs produits. Donc vous avez, moi je participe, je vous le disais tout à l'heure, là, avec Corp Agency, qui est une boîte parisienne qui fait tous les ans l'événement que vous connaissez peut-être, Big Data Paris. Ça fait 2 ans que je les accompagne pour monter un nouvel événement digital autour du quantique, là, sur plusieurs jours, qui s'appelle Quantum Business Europe. La prochaine édition, ça sera fin mars 2022. Fin mars 2022. Donc, ça vous intéresse de venir assister à ça. Ça dure sur 2 jours. Donc, sur 2 jours, avec des sessions en plénier, des sessions des tracks spécialisés l'après-midi, sur les applications, sur la technologie en tant que telle. Donc, c'est très divers. Il y a à manger un peu pour tout le monde. Donc, il y a quelques événements au-delà de celui-ci. Il y a 3-4 événements comme ça dans le monde. Donc ça, je pense, c'est vraiment des bons événements si vous voulez aller comprendre un peu ce qui se passe en termes d'applicatifs, en termes d'applications métiers derrière et vous mettre un peu le pied à l'étrier. Donc, c'est des très beaux événements. Conclusion, on termine. Conclusion, si je fais un peu un résumé de tout ce que j'ai raconté là en 1h, 1h30. L'ordinateur quantique, vous l'avez compris, ce n'est pas qu'une histoire de cybersécurité comme certaines personnes le pensent. Ça va impacter quasi tous les secteurs industriels, c'est beaucoup plus large que ça. Les ordinateurs quantiques qu'on a aujourd'hui ne sont pas encore des machines à grande échelle, ce sont des petits ordinateurs quantiques qui sont bruités, mais déjà on peut commencer à faire des choses avec dans des approches biprocesseurs classiques quantiques, les approches NISQ, donc il y a déjà des choses à faire dès aujourd'hui. Simulation de molécules, machine learning, ainsi de suite. Ensuite, vous avez compris que c'est un marché, relativement spécialisé, dur d'accès. Donc, si vous voulez vous engager sur ces thématiques-là, la majorité des boîtes qui l'ont fait aujourd'hui sont plutôt dans une stratégie, d'outsourcing, donc de collaboration avec des acteurs spécialisés. Donc, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, une boîte comme IBM ou autre vous mettre à disposition un staff niveau PhD, niveau postdoc, pour vous aider à convertir vos use cases métiers en algorithmes quantiques. Donc, c'est une synergie, un peu lente. Ce n'est pas comme des projets data qui se font en quelques semaines, un mois. Là, on parle de semestres, voire d'années. Donc, c'est des dynamiques lentes, c'est de la R&D, comme on appelle ça. Donc, le temps que vous allez faire tout ça, ça prend du temps de faire de la R&D. Donc, pendant ce temps-là, le hardware, de son côté, il va gagner en maturité. Et le software que vous avez développé en partenariat avec une entreprise spécialisée, dans quelques années,
votre software qui sera hardware agnostique. Vous pourrez aller le plugger sur les différents types de hardware. Et vos algorithmes quantiques, votre librairie métier là, que vous aurez développée, vous pourrez comme ça l'exécuter à grande échelle avec beaucoup plus de qubits qu'une centaine, ce qui est l'état de l'art d'aujourd'hui. Et là, vous aurez vraiment un avantage quantique significatif. Donc voilà un petit peu comment ça se passe, les partenariats aujourd'hui. Et je terminerai finalement par vous dire que du coup, ce n'est pas une conclusion, vous l'avez compris, ce n'est que le début de l'histoire, donc on sera sans doute amené à se revoir. Je l'espère en tout cas, et dès le mois de mars a priori. Donc je vous remercie pour votre écoute, pour votre attention. C'était peut-être un petit peu long, je m'en excuse, mais le sujet est très riche. Si vous voulez rester en contact, moi je suis très actif sur LinkedIn, vous pouvez m'envoyer une invitation, ça fera un plaisir de l'accepter. Vous pouvez me contacter par mail et également par mobile si nécessaire. Voilà. Donc, je vous rappelle, moi, je fais du conseil, de la formation pro pour les publics spécifiques, pour les publics d'entreprise et de la formation initiale pour peut-être vos enfants qui sont en école. Donc, voilà un petit peu mon créneau.